Salut à tous et bienvenue dans la causerie du travail de l'ombre, la numéro 12 déjà, 12 ça va très très vite. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver le mardi, alors parfois à 17h, parfois à 21h, voilà, on se fait plaisir, c'est mon petit espace de liberté. Et donc vous le savez, j'aime beaucoup partager avec vous les analyses que je fais, l'analyse que je sors la veille et surtout revenir sur le match un peu plus en détail, un peu plus avec vous, avoir votre avis, pouvoir échanger là-dessus aussi avec un invité. Je vois qu'il y a déjà du monde. On a Chevalier Rose 13 qui est là, on a Artistman, on a Pat Magen qui est là. Voilà, un salut à tous. Vraiment, merci d'être là. C'est vraiment des bons moments que je passe avec vous le mardi. Et franchement, ça me régale de partager ma passion et de partager les analyses des matchs de l'OM. Alors, vous le savez, comme d'habitude, on a un invité. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Waïd. Comment tu vas, Waïd ? Salut tout le monde, je suis content d'être là. La forme, merci à toi d'être là, ça me fait super plaisir de te recevoir. Ouais. Tu le sais, on refait les matchs assez souvent, en tout cas depuis un moment, même si ça s'était un peu calmé en privé, via WhatsApp, via des émissions que tu as fait avant, etc. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'inviter, de pouvoir échanger autour de l'OM avec toi. On a déjà une première question. Comment on peut participer avec toi ? Eh ben écoute, c'est très simple. Si tu as Twitter, tu m'envoies un DM. Mes DM sont ouverts. Et comme je l'ai dit la dernière fois, j'ouvre mon émission à ceux qui me soutiennent, à ceux qui me regardent, ceux qui ont envie de participer. Donc ça sera avec un grand plaisir de t'accueillir dans une future émission. J'aime bien partager un peu ça avec mes potes, avec des amis journalistes, des connaissances, des mecs qui sont bousillés comme moi de tactique, mais également des gens qu'on n'entend pas toujours forcément et ceux qui me soutiennent, qui me regardent au quotidien. Donc ça sera avec un grand plaisir de t'accueillir. Donc voilà, n'hésite pas, tu me DM sur Twitter. Si tu n'as pas Twitter, j'ai mon site, tu vas sur mon site, il y a une rubrique contact et tout, n'hésite pas, tu m'envoies un mail et dès l'instant que tu as un micro de qualité, une caméra de qualité, une connexion potable, on se fait ça. Écoute Waïd, je te propose de plonger de suite dans le match. Ouais, si vas-y, tu le veux bien, de revenir sur cette belle victoire. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui reste quand même une belle victoire. En tout cas, une victoire très importante dans cette fin de championnat. Et je vais te poser une question un peu provocatrice exprès, mais c'est bon, ça y est, le podium il est assuré après cette victoire ? Bah oui, c'est bon. C'est bon, on est en Ligue des Champions. C'est réglé. On est qualifié, ouais, tout est OK. Non, on sait très bien que ça peut aller vite. Hein. Et puis je crois que c'est quoi? C'est 3 points avec Rennes. Ouais, 3 points avec Rennes, exactement. C'est rapide. Enfin, c'est voilà, une défaite et une victoire, ça y est. Et puis Nice à 5 points, c'est pareil. On est jamais sûr en fait. On n'est jamais sûr de rien dans ce championnat et il va falloir être très sérieux. Ouais. Mettre mes exigences sur le jeu un peu de côté en fin de saison et retenir uniquement les 3 points, même si ça t'aimes pas trop. Du coup, ouais, voilà, non, il y a rien de joué et il va falloir se donner la dernière ligne droite, sprint final, on sait comment ça finit. Il y a des équipes surmotivées en espérant que ce soit nous les motivés cette fin de saison. Yes, on a Samir qui est dans le chat, qui nous parle anglais. Samir, ça y est, il est dans un autre délire. Alors, on sait pourquoi il parle anglais, hein, parce que Monsieur Waïd était aux États-Unis. Il faut savoir qu'on a un invité de grande classe quand même. Donc voilà, qui te passe un petit big up, un petit WhatsApp. Il y a Chevalier Rose qui te chante. Je crois que tu as dû dire bonsoir alors qu'on n'est pas vraiment le soir. Ça chipote ici. Hein. Je te préviens ici, on est sur des trucs, on est sur une émission très pointue. Donc faut pas se rater, Waïd. Non, écoute, pour toi le concurrent le plus dangereux là dans cette course au podium, c'est qui ? Tu as regardé un petit peu, j'imagine que bon là avec ton voyage, tu as peut-être pas regardé les derniers matchs, mais t'as pu zioter un petit peu les concurrents ? Ouais, non, j'ai regardé un petit peu. Il y a la dynamique qui s'inverse entre Nice et Rennes. T'as Rennes qui revient pas mal quand même et t'as Nice qui commence un peu à perdre le rythme. Maintenant, on va voir si ça va continuer comme ça. Moi, je vois Rennes jusqu'au bout nous faire chier. Donc, il va falloir être très attentif à Rennes. Eh ben, écoute, c'est parfait parce que la transition est idéale. J'avoue que je voulais que tu répondes ça. Hein. Je voulais qu'on jette un petit œil sur le calendrier. Alors que je vous
fasse pas de bêtises. Voilà, exactement. Je voulais qu'on jette un petit œil sur ce calendrier rennais, parce que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est l'équipe qui peut nous poser le plus de problèmes dans cette course au podium. Vraiment, déjà, de par leur dynamique, ils sont vraiment sur une très, très grosse dynamique. Et dans le jeu, c'est surtout très, très intéressant. Sachant, eux, qu'ils n'ont plus de Coupe d'Europe. Donc en plus vraiment ils n'ont plus que le championnat à jouer, là où nous on peut perdre un peu de force, un peu d'influx nerveux sur notre parcours européen qui, je trouve, je sais pas ce que tu en penses Wahid, mais est plutôt ouvert pour aller, je l'espère, jusqu'en finale. En tout cas c'est pas un objectif qu'on va mettre de côté. Donc ça va forcément jouer dans ce sprint final. Et donc je sais pas si tu as l'image Wahid, mais donc nous, ce week-end, on joue contre Montpellier. Ensuite, on enchaîne le PSG. Donc on sait évidemment... en tout cas, je préfère tenir ce discours et franchement, j'y crois. C'est que on sait que le PSG, avec ce qu'il leur reste, c'est peut-être leur dernier match important pour eux. Et eux, ils nous feront pas de cadeaux, hein, très clairement. Ensuite, on enchaîne Nantes. On enchaîne Reims. On reçoit Lyon. On va à Lorient. On va à Rennes. Donc l'avant-dernière journée de championnat qui peut être... une finale pour le podium. Et dernier match à ne pas négliger non plus, c'est qu'on reçoit Strasbourg, qui n'est pas très loin également. Et de son côté, Rennes, tu le vois, donc ce week-end, eux se déplacent à Reims. Ils reçoivent Monaco. Pareil, ils vont à Strasbourg, donc c'est pareil, ils ont un enchaînement quand même Monaco, Strasbourg, qui n'est vraiment pas simple au moment où nous, on joue Paris. Donc j'ai envie de dire que, tu vois, à un moment donné, là, ça peut se rééquilibrer en tout cas. Ensuite, ils reçoivent Lorient, ils reçoivent Saint-Etienne, qui lutte pour le maintien, ce sera pas simple. Nantes, y a ce fameux match contre nous. Et eux, pareil, en dernier match, ils se déplacent à Lille. Est-ce qu'il y a un calendrier que tu trouves un peu plus favorable? Est-ce qu'il y a quelque chose le leur. Non, le leur, il est plus favorable. Le leur, là, quand tu regardes les équipes contre qui ils doivent jouer, il n'y en a pas une supérieure à Rennes. Peut-être Monaco voilà, en termes de qualité. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, Rennes est supérieur à toutes les équipes qu'ils ont à jouer. Et nous, comme tu l'as dit, nous, en fait, nous, on a la Coupe d'Europe. Je pense que c'est un vrai objectif pour les joueurs. Et du coup, ça a pas mal pompé d'énergie de notre côté. Et puis quand tu regardes les équipes qui te restent à jouer, putain, ça fait mal quand même. PSG, Lyon, c'est dur. Rennes, c'est très dur. Franchement, il va falloir être très 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 bon. Strasbourg, la dernière journée, moi, ça me fait peur aussi. Je sais pas pourquoi, je fais une petite obsession là-dessus, mais je me dis que ça peut jouer jusqu'au bout. À la rigueur, je vais te dire, Kevin. À la rigueur, je vais te dire, j'espère de tout cœur que Nice décroche complètement. Ouais. Mais j'y crois, je pense. Voilà, au moins ça te laisse cette troisième place, tu vois, et on sait qu'aujourd'hui avec la nouvelle formule, on a de très grandes chances de se qualifier en Ligue des Champions même en étant troisième. Donc voilà, en espérant vraiment que Nice décroche complètement, parce que là, franchement, je dis pas qu'on va descendre à la troisième place, mais ça nous rassurait pas mal, tu vois, de voir Nice décrocher. Mais tu vois, quand je vois ce calendrier, j'enrage encore plus sur les points qu'on a perdus, tu vois. Je pense à Clermont, je pense à Troyes, je pense... si on avait un matelas, tu vois, un peu plus grand, un peu plus confortable... clair. Tu rêverais... Et puis même, tu rêverais peut-être d'une fin de saison avec le PSG, tu vois. Là, tu as le PSG à jouer. Si tu récupères les points que tu as perdus bêtement, là... voilà, tu peux te faire plaisir à essayer de titiller le grand. Toi. En tout cas, la seconde place aurait été un peu plus simple, un peu plus acquise. Peut-être que, tu vois, on peut aborder aussi ces matchs de Coupe d'Europe un peu plus sereinement. Moi, je peux pas m'empêcher d'être encore frustré par ces points qui nous ont échappé un peu trop facilement, je trouve. On a Rod Papat qui nous passe un coucou, et on a Ertisman qui est un peu d'accord avec nous, qui nous dit, ou en tout cas lui il va même un peu plus loin, il nous dit qu'on est capable de remporter cette C4 en étant sérieux à chaque rencontre. Je sais pas ce que t'en penses Wahid, mais en tout cas moi pour ne pas trop me mouiller, j'évoquais jusqu'en finale, mais l'objectif est abordable.
on va pas se mouiller parce qu'on sait que il reste quand même Leicester en face qui est solide et je pense aussi que ça va aller au bout de leur côté. Mhm. Après, on sait très bien que quand les voies sont ouvertes, pour nous, Eh oui, on se casse la gueule bien comme il faut. eh oui. On avait juste à taper Nice en Coupe de France pour s'ouvrir la voie et on s'est fait mais défoncer. Donc, on va essayer de rester terre à terre, se concentrer déjà sur ce match-là et puis ne pas le lâcher et le jouer à fond et puis après on verra ce que ça donne, tu vois. Yes, on a un Chevalier Rose 13 qui nous lâche un petit commentaire que je trouve très intéressant, très sympa, plein d'espoir, j'ai envie de dire, qui nous dit Strasbourg, dernier match, ça rappelle les bons souvenirs du dernier match de Nasri à l'OM et la qualification en Ligue des Champions. On espère la même fin avec le dernier match de Booba. Écoute, je pense qu'il nous a trouvé notre conclusion parfaite de cette partie. Franchement, Royal, Chevalier, si tu veux m'envoyer un DM, toi aussi pour participer, au moins venir faire les conclusions, ce serait parfait. Écoute, on va Son nom, plonger. il me dit un truc, son nom, il est sur Twitter, je crois. Ah, sûrement, il y a de grandes chances, tu sais. Mon public est avant tout des tweetos, donc il y a de très grandes chances. Écoute, on va revenir quand même un peu plus en profondeur sur cette victoire face à Saint-Étienne. D'abord, je voudrais un ressenti peut-être un peu général, comme ça. Moi, j'avais très peur, franchement, après cette rencontre. Ça va certainement te surprendre parce qu'on se dit Saint-Étienne, relégable. On doit avoir de la marge. Sur le papier, il n'y a pas photo en termes de niveau. Sauf que pour moi, ça va être tout du match piège, tu vois. Saint-Étienne revenait un peu en forme, commençait à sortir la tête de l'eau. On avait pas mal de joueurs internationaux, notamment des Français. Je pense à Saliba, Guendouzi, qui ont vécu une belle parenthèse. Voilà, tu sais, c'est toujours compliqué de revenir un peu au quotidien dans son club et tout. Voilà, je sais pas, j'avais peur de ce match. Et puis, on va dire que le début de match m'a donné raison, bien que dans le jeu, ils nous ont pas montré grand-chose. Mais en tout cas, sur la seule occasion, ou en tout cas leur demi-occasion qu'ils ont, parce que on n'oublie pas que c'est quand même sur une grosse erreur de Paul Lopez, ils mènent 1-0. Comment tu as vécu ce match? Toi, tu as été inquiet après ce premier but, tu étais inquiet avant le match. Comment tu voyais les choses un petit peu en amont? Qui avant le match un petit peu parce que je savais que Saint-Etienne c'était le match de leur vie, Mhm. quasiment. Ils ont quasiment, enfin si, ils ont le match à assurer, mais voilà, c'était un gros match pour eux. Cette saison, il y a rien qui va de leur côté, donc battre l'OM ça aurait été un honneur pour eux. Et puis au final, tu te dis ouais, on va y aller, on va récupérer des joueurs internationaux aussi un peu fatigués peut-être et Mhm. aussi dans un état d'esprit différent d'habitude. Comme Saliba, c'était ses premières sélections. Mhm. On sait jamais, tu sais, quand ils reviennent, les mecs Bien comme ça sûr. d'une première sélection, on sait jamais comment ils sont. Mhm. Là, tu vois, tu les récupères, tu te dis bon, qu'est-ce qui va se passer? Eux, tu sais, quasiment à 100% qu'ils vont se tuer, tu vois, sur le terrain. Donc ouais, une petite inquiétude. Après le début du match, il m'a quand même réconforté Ouais. parce que même si c'était pas flamboyant au niveau du jeu, on savait aussi que voilà, au niveau du rythme, ça allait peut-être prendre un peu de temps Ouais. à relancer la machine. Mhm. Mais au niveau du jeu, ils avaient rien en face et puis ils nous mettaient pas du tout en danger, quasiment pas. Mhm. Et ouais, comme t'as dit, sur une demi-occasion, ils marquent un but. Tu te dis bon, encore c'est peut-être dans le premier quart d'heure, on a le temps de se retourner et Mhm. on a vu que dans les minutes qui suivaient, on remettait le pied sur le ballon. C'était loin d'être parfait, mais on remettait le pied sur le ballon. Voilà, on avait le ballon dans les pieds, on avait l'occasion, on avait quelques belles situations. On aurait pu faire un peu plus attention dans les 30 derniers mètres pour être un peu plus efficace. En Ouais, mais première tu vois, période, en même voilà. temps, Voilà. alors je vais lire les commentaires, on a quelques commentaires. Franchement, Il y a Artistman qui nous dit Saint-Étienne était sans leur plus grand danger qu'Azri. Oui, je suis d'accord. Et on a Léozinho qui nous dit les matchs pièges, on les gagne cette année, Strasbourg, Lens, Nantes, Saint-Étienne. Oui et non, parce que tu vois, ouais. on a évoqué plutôt Clermont, Troyes, etc. Donc, je Ouais. suis d'accord, oui et non, mais ouais, moi j'étais inquiet parce que je voyais un peu Duprat, tu sais, en mode commando. C'est typiquement le genre de match qu'il aime où il a surtout 15 jours pour préparer ses gars. Et tu vois, je m'attendais à un truc un peu compliqué. Il y a ce match reporté au lendemain à cause de la neige, tout. Enfin voilà, il y avait pas mal de petites complications qui peut.
voilà, te sortir un peu du match, te déconcentrer. Et je trouve que c'est souvent plus bénéfique à l'équipe qui est censée être un cran en dessous, tu vois. Un peu moins forte, en tout cas, sur le papier. Ouais, c'est Et sûr. ce n'a pas Mais été même le la cas, qualité mais en du même terrain. temps, t'as vu, j'oublie pas, Wade, que je peux te dire que par exemple, Payet, il rate une énorme occasion, je crois à la 4e ou 5e minute, j'ai Ouais, noté ça sur mes papiers, ouais. voilà, qui peut faire basculer presque le match, parce que si on leur met un 0 dès le début, ça peut vraiment être compliqué pour eux. Et en même temps, j'oublie pas qu'ils mènent un 0 et qu'il y a un hors-jeu de un petit mètre, un demi-mètre, où il peut y avoir 2-0 et on se fait cueillir, quoi, tu vois. Voilà, c'est des choses à corriger en fait pour pouvoir prétendre à quelque chose de plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Et on en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Mhm, Et c'est des choses qu'il faut corriger absolument. Moi, je peux plus, j'arrive plus. Ok, bon gars, il fait une faute d'inattention, tu vois, il se place mal. mhm, Il a juste à faire un demi-pas sur la droite, sortir des 5,50 et voilà, il y a but, tu mhm. vois. Et au final, ouais, on se retrouverait comme des cons. Alors qu'on maîtrise à peu près le match, tu vois. C'est ça qui est fou. Mais ouais, c'est ce match-là, voilà, c'était moi pour moi, c'est ouais, je suis content parce qu'on a pris 3 points et qu'on a on a mis 4 buts. Mais sur les 4 buts, t'en mets combien dans le jeu vraiment où tu maîtrises la situation? T'en Ouais. mets un, c'est Le comment ça dernier? s'appelle Menarit. Ouais. Le reste du temps, bah, c'est penalty et puis un but contre son camp. Mhm. C'est compliqué, tu vois. Donc ça, voilà, on a toujours ce mal, effectivement, vraiment à démolir nos adversaires comme on devrait le faire, tu vois. Mhm. On a le ballon 80% du temps Mhm. et devant, on a un peu de mal. Bon, même si en deuxième période, on a réussi à trouver quelques solutions, Mhm. voilà, on devrait être un peu plus tueur que ça, tu vois, pour être meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. Tu vois, bah, il y a Simoni Nono qui nous dit l'OM a toujours du mal à mettre le ballon dans les filets. On a plus gagné par domination sur 3 buts. Il y a un CSC et 2 pénaux, donc c'est exactement ce que tu disais. Euh, donc vous êtes entièrement d'accord là-dessus. Avant de basculer sur... peut-être, je suis très curieux d'avoir ton avis sur, en tout cas, ce qui te gêne le plus dans le jeu à l'heure actuelle. Tu as titillé ma curiosité. Mais puisqu'on parle des buts enfin du but, tu vois, comme quoi, lapsus un peu révélateur, j'ai vu des buts, mais non, du but que l'on a encaissé. Je suis obligé de revenir un peu sur, bah voilà, sur la petite boulette de Paul Lopez et de mettre un peu les pieds dans le plat. On fait quoi? Parce qu'il y a un concurrent là quand même, Mandanda, qui attend sa chance. On remet Mandanda. Alors, évidemment, je te parle pas du match de jeudi où il y a peu de doutes, mais le week-end prochain, on fait quoi? On Euh, met Mandanda? Bah, dans la logique, non. Enfin, dans ma logique à moi, non. Ouais. Après, dans la logique Sampaoli, je crois, en début de saison, ouais, c'était loupé 1 ou 2 fois et il a sorti du 11. Donc, Mhm. s'il est sur cet état d'esprit-là, je pense que Mandanda il pourrait prétendre à une place de titulaire. Mhm. Après, ça sert à rien. On va pas non plus ça faire. Sur une année, Paul Lopez a été Ouais. exemplaire quand Mhm. même. Moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup. J'ai eu un a priori au départ et je me suis trompé sur lui. J'ai pas peur de le dire. Mhm. Je retourne ma veste, comme on dit. Mhm. Et aujourd'hui, je prends conscience du niveau qu'il a. Il est très très bon. Voilà, il y a aussi une perte de balle de notre part qui fait que ça le met dans une situation inconfortable. Et Mhm. voilà, manque de concentration tout simplement, hein, où il est en face à face, il perd un duel. Il en a perdu combien cette année des duels? Il en a pas perdu tant que ça, hein, des Ouais. face à face. Il en a gagné beaucoup, hein. Donc non, je l'en tiens pas Donc non, rigueur. Et pas puis moi, spécialement. je le Ok. reconduirai. Prochain match, je le remets titulaire. Je vois pas pourquoi je mettrais Mandanda, Ok. le sanctionner comme ça pour rien. Curieux d'avoir l'avis de ceux qui nous regardent dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous remettez Mandanda ou quoi. Moi, je trouve que, et j'ai vraiment rien contre Paul Lopez. Bien au contraire, je le trouve très intéressant, mais ouais, on peut se poser la question, ne serait-ce que dans l'état d'esprit, dans ce qu'il a voulu mettre en place, Sampaoli, tu vois, cette concurrence saine et qui a l'air de plutôt être bien vécue, même si au début, Mandanda a eu du mal à avaler la pilule et ça peut se comprendre. Mais là, on l'a notamment vu là, sur les dernières images où il y a Nasri qui est venu, je sais pas si tu as vu ça, Wade, qui est venu à la commanderie, qui a échangé un peu avec Sampaoli. Ouais. Il y a Mandanda qui passe par là et qui fait la petite réflexion, ouais, tout va bien, sauf que je joue pas à cause de lui, tout ça. Mais voilà, on sent un peu de bonne humeur, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est plutôt bien pris, même si évidemment, attention, toujours méfiance, il sait qu'il y a les caméras, il sait tout ça, ils savent gérer, ils sont pas bêtes les mecs non plus.
Mais je trouve que Ah, peut-être dans l'état d'esprit qu'il a insufflé à ce groupe et cette concurrence qu'il essaye de, de, de mettre en place qui est plutôt saine, je trouve que la question peut se poser à un moment donné. Alors, est-ce que c'est le moment idéal? On peut se dire aussi, oui, mais s'il le sort là, Paul Lopez, il peut l'enterrer aussi un peu. Et psychologiquement, c'est dur de rebondir. Mais en même temps, tu te mets à la place de Mandanda et tu te dis, bon, bah voilà, moi j'attends ma chance. La chance, elle est là. Si je joue pas là, je vais jamais rejouer. Ce qu'il fait en Coupe d'Europe est plutôt très convaincant. Donc voilà, la question peut se poser. Je sais pas si... Bah, Ouais, franchement, non, je suis pas d'accord du tout avec ça, parce que au contraire. Explique-nous. pour moi, un gardien de but, même si son statut est particulier dans une équipe, c'est un joueur comme un autre. Ouais. Et Milik, s'il rate un face-à-face dans un match, tu le sors pas au prochain match Ah, mais ouais, parce tu qu'il a sais à raté un quel point c'est face-à-face. différent le poste de gardien de but et tu Mais sais ouais, mais que... non, mais justement, mais c'est différent. Le rôle est différent, mais enfin, c'est un joueur de foot, c'est Mhm. un mec qui a un cerveau comme nous Ah, qui a et le qui a droit à besoin de l'erreur, confiance aussi. bien sûr. Et si dès la première erreur, après 6 mois de travail exemplaire, Ouais, tu ouais. le retires comme ça parce qu'il a fait une erreur, ah, tu le tues, le mec. Tu vois, là où je Psychologiquement, il va te serais... dire, attends, on me prend pour un con, tu vois. là où je serais peut-être plus... comment dire? Plus gentil, je sais pas, c'est pas le mot approprié, mais... tu vois, s'il avait fait une erreur, par exemple, dans les phases où il est vachement haut, et il essaye de relancer proprement, il rate sa passe, tu sais, les passes un peu dangereuses, là, que demande Sampaoli, il rate sa passe, on encaisse un but là-dessus. Franchement, j'en aurais absolument pas voulu, mais vraiment pas, parce que c'est une consigne, on sait la prise de risque qu'il y a, et donc on sait que tôt ou tard, on se fera punir de la sorte, tu vois. Maintenant, là, c'est une vraie faute de main, c'est une faute d'un gardien de but, tu vois, c'est typiquement le Ouais, genre de ouais, but c'est qu'il ne sûr. doit pas prendre, donc là, je me pose davantage la question, quoi, tu vois. Ouais, Mais ouais, c'est une position difficile, ouais, je trouve que c'est plus que par l'erreur qu'il a fait, c'est plus dans l'état d'esprit, dans ce que veut mettre en place Sampaoli, dans son discours, en fait, si tu veux être totalement réglo, tu peux te poser la question. Je pense que c'est intéressant, en tout cas, au moins de se la poser, quoi, tu vois. après, on verra, hein. Après, on verra, hein. Mhm. Peut-être que t'as raison et que la semaine prochaine, il va y avoir Mandanda dans les cages, hein. Ouais, Mais ouais. voilà. Puis après, enfin, ça, c'est vraiment un sujet, tu vois, qui va diviser. De toute façon, on pourra jamais mettre tout le monde Ouais, bien sûr, d'accord. bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que je voulais un peu ton avis, l'avis du chat. On a Sampaolinho qui nous dit, qui est d'ailleurs apparemment un nouveau follower, donc merci, qui nous dit je suis d'accord avec Walid, donc c'est Walid, mais c'est pas grave, il aime bien qu'on l'appelle Walid, je vous jure. Même le grand Jacques Bail, si je me trompe pas, l'appelle Walid. Ou appelez-le Vaïd, il adore ça aussi, n'hésitez surtout pas. Dans ce cas, si Mandanda se trouve jeudi, il ne joue plus de l'année. Non, ouais, effectivement, ouais, voilà, c'est compliqué comme situation. Mais voilà, c'est la dure loi des gardiens de but. Donc voilà, moi je trouve qu'au moins la question peut se poser et qu'il peut y avoir une discussion, pourquoi pas, avec tes deux gardiens de but pour mettre les choses à plat, en tout cas, parce que je pense que Mandanda, il pense forcément et donc il va falloir gérer ça. Ça peut être aussi une nouvelle situation délicate, tu vois, même si, quelle que soit en fait sa décision, s'il confirme Paul Lopez, tu peux un petit peu perdre Mandanda peut-être. Tu vois, si même Mandanda, tu peux perdre Paul Lopez, je trouve que c'est un moment important qu'il va falloir qu'il gère correctement, peu importe le choix, mais en tout cas en interne, que son discours soit très clair et que tu vois que les choses soient claires, quoi. Bah, enfin, le discours enfin, de ce que disent les gens un peu partout là, Mhm, notamment certains journalistes web, mhm. qui te disent voilà, au début ça a été mal pris par mon mandat, aujourd'hui ça va un peu mieux Mhm, et que voilà, Sampaoli, je pense que lui va faire ses choix sur la durée, c'est-à-dire que ok, un Paolo Lopez qui se rate une fois dans un match, peut-être je vais passer dessus. mhm, Euh, Paolo Lopez qui se rate sur deux trois matchs, même pas qui se rate, mais genre voilà, il aurait pu faire mieux, tu vois, la main un peu molle sur un mhm. but qu'on prend, etc., etc. Sur deux trois matchs consécutifs. Là ouais, la question elle va se poser, tu vois. Pour moi, la question elle se pose au bout de deux trois matchs. Ok. Ça fait 3 matchs que t'es plus dedans, je te retire, je mets Mandanda, je sais qu'il est là et qu'il attend avec impatience de jouer. Mhm.
let's go, tu vois, je le mets. Ok. Mais là, enfin, à mon sens, Ça va, j'entends ton discours. Il y a Chevalier Rose qui nous dit: je pense qu'il n'y a pas de concurrence, Pau est le titulaire indiscutable. Dans ce que demande Sampaoli à son gardien, anticipation de la profondeur, jeu au pied, prise de risque, sortie aérienne. Il a plus de qualité que Steve, et évidemment, il a raison, et c'est d'ailleurs pourquoi il le fait venir, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mandanda est sûrement meilleur en tant que goal, mais il ne faut pas négliger l'apport de Paul Lopez dans la construction du jeu. Donc, non, avec tout ça, on est d'accord, mais je trouve que, en tout cas, si aucune décision n'est prise, c'est-à-dire que il n'y a pas un changement de gardien et qui peut totalement s'entendre, hein, je ne réclame pas la titularisation d'un coup de Mandanda, mais je trouve qu'il doit y avoir en tout cas une discussion et que les choses soient très claires, parce qu'il peut y avoir un vrai tournant, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, psychologiquement, dans l'envie, dans le fait d'être concerné, en tout cas, au maximum. Alors, les gens dans le chat le savent sûrement encore plus que toi, mais j'aime revenir sur mon analyse que je fais la veille à chaque fois pendant le live, parce que j'aime bien échanger et avec l'invité pour avoir son avis, et puis avec les gens sur le chat qui l'ont vu, s'ils veulent me faire des retours, s'il y a des choses qui sont pas forcément compréhensibles ou ils sont pas d'accord, ça amène le débat, et puis ça permet de dériver à gauche à droite sur d'autres individualités au sein des séquences. Donc si tu le veux bien, alors tu m'as dit en amont que tu avais vu mon analyse, où donc je suis parti sur l'explication que, en tout cas j'ai voulu comparer notre première et notre deuxième mi-temps, et notamment l'utilisation de la largeur, parce que face, comme on le voit là d'ailleurs sur cette image, face à une défense A5, alors là c'est un peu faux parce qu'on a un défenseur stéphanois qui est sorti, mais en tout cas face à un bloc bas avec des lignes regroupées, pour moi, l'une des solutions, si ce n'est la solution principale, est d'utiliser la largeur du terrain. Et je trouve que sur cette première mi-temps, on l'a peu fait, en tout cas pas assez bien. Et je l'ai notamment souligné par l'intermédiaire du positionnement de Harit. Alors, là aussi, je tiens à me justifier parce que j'ai eu quelques commentaires. C'est quand même dur que tu tombes sur Harit, parce qu'après le match qu'il réalise, il réalise un très bon match, etc. L'idée n'est pas de tomber évidemment sur Harit, même si quand je vous dis cette phrase, je le fais avec un petit sourire en coin, parce que je sais très bien que dans le top 3 des joueurs de la rencontre, Harit va être placé à peu près dans 90% du temps. Et j'aime bien montrer un petit peu que attention, on s'enflamme peut-être, ou attention, il y a peut-être des choses qui vous ont échappé et qui rééquilibrent un peu la balance. Maintenant, l'idée n'était pas d'individualiser le travail d'Harit, simplement de montrer les problèmes de largeur. Et d'ailleurs, vous le voyez sur l'analyse, je parle également de Kolasinac, qui a joué un rôle essentiel là-dedans, et qui d'ailleurs n'a pas joué un très bon rôle, en tout cas n'a pas fait les choses assez bien. Et j'aurais pu très bien tomber facilement sur Kolasinac et montrer tout cela, en justifiant en plus qu'il a raté sa prestation, etc. Mais je trouve que c'est un peu trop facile, donc j'aime bien équilibrer la balance. D'abord, avant peut-être de plonger là-dessus, qu'est-ce que tu as pensé tout simplement du match de Harit aussi? Tu as été assez impressionné par sa prestation, et peut-être plus globalement sur ces deux, trois derniers matchs qui sont plutôt intéressants, n'est-ce pas? Ouais, alors ces derniers matchs sont intéressants. Là, je parlais plus du match de Saint-Étienne. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais, notamment sur sa tendance à se retrouver un peu trop axial, au lieu d'écarter le bloc au maximum. Moi, je pense que il y a de ça, c'est vrai. Pour un bloc bas, c'est vrai que chercher les côtés, c'est la meilleure solution. Et tirer le bloc au maximum pour trouver des solutions dans l'axe après, soit par un centre, soit par une passe, comme on l'a vu en seconde période. C'est la solution. Après, moi, je pense que, tu vois, se retrouver dans l'axe, parfois, ça peut être bien, même quand t'es ailier avec un bloc bas, même si t'es ailier comme Harit, parce qu'il y a certaines fois, je pense que je crois que c'est un des journalistes connus du Phocéen qui parlait de dézonner, il a utilisé le terme de dézonner. Alors dézonner, c'est bien, dézonner, ça fonctionne quand on le fait en mouvement et quand on surprend l'adversaire, surtout avec un bloc bas. Lui était un peu trop statique, c'est-à-dire qu'il arrivait un peu en dilettante et se positionnait dans l'axe et attendait que ça se passe. Alors que voilà, tu pars de ton côté, tu fais une course vers l'intérieur, une vraie course vers l'intérieur en demandant le ballon dans un petit espace
pour ouvrir un autre espace, tu vois, c'est des choses qui se font. Ça, il aurait pu le faire. Pas que lui, hein. Payet aurait pu le faire aussi. Ça n'a pas été fait. C'est pour ça que je suis d'accord, oui, avec ce que tu dis, mais j'aurais rajouté ça aussi, c'est-à-dire qu'on aurait pu très bien jouer comme on a fait en première période, avec un peu plus d'intensité, et vraiment l'envie de créer un décalage, tu vois, même plein axe, parce qu'on a vu que dès qu'on trouvait quelqu'un plein axe, dos à la défense, tu pouvais ouvrir des brèches parce que tu sortais sur toi 2-3 joueurs à chaque fois. Après, c'est une question de mouvement. Ouais, donc pour faire simple, pour résumer un petit peu tes propos, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour toi, tu es assez d'accord avec ce problème d'utilisation de la largeur, mais le choix d'Harit de repiquer très souvent dans l'axe n'était pour toi pas vraiment un problème dès l'instant qu'il le fait avec intelligence et un peu plus d'intensité. Pour toi, quand il l'a fait, ça manquait de mouvement et de vraies courses franches. C'est bien ça? Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'il l'a fait 2-3 fois dans le match et ça a fonctionné. C'est ça. Et donc, pour ne pas... tu n'as pas osé le citer, mais on peut le faire sans aucun problème. On a eu cette discussion à travers quelques messages avec Romain Herring qui m'a trouvé un peu dur sur cette analyse en me disant que Harit était finalement peut-être le meilleur joueur de cette première mi-temps, qu'il avait apporté du mouvement et qui allait peut-être d'ailleurs un petit peu en contradiction avec ce que tu viens de dire, qui avait apporté en tout cas du mouvement, un peu d'intensité, et que sans lui le match aurait été très plat, et que finalement le voir dézonner comme ça était très intéressant. Et donc pour être tout à fait clair, moi je lui ai répondu qu'il fallait faire très attention. Oui, tu veux intervenir? Dis-moi. Oui. Ouais, juste pour répondre à ce que tu viens de dire là, sur Romain Herring. Ouais. Sur son intensité, etc. Alors oui, pas de souci. Très très bonne, des courses à 200%, etc. Mais poulet sans tête, voilà. Ouais, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est poulet sans tête. Et pour répondre, tu vois ce que j'ai répondu à Romain Herring, et d'ailleurs tu as dû le voir, je lui ai répondu que fallait faire attention entre dézoner de manière intelligente pour apporter des supériorités numériques, pour créer des décalages, pouvoir combiner, etc. Et dézoner de manière un peu... je trouve pas les mots justes, donc je vais être un peu dur, je vais être caricatural, mais de manière un peu bébête, pour simplement venir toucher un maximum de ballons. Mais le problème, c'est que parfois, et d'ailleurs, c'est parfait pour rebondir sur cette séquence, c'est que parfois, est-ce qu'il vaut pas mieux rester dans une zone et ne pas toucher le ballon parce que tu vas servir à mettre en place, à créer du mouvement, créer des décalages, à créer plus d'espace à tes partenaires, plutôt que de venir chercher un ballon et de réaliser une passe peut-être un peu inutile. Et je le montre notamment là sur cette séquence, où donc vous voyez Harit donc, qui est venu décrocher, est venu aux côtés de Valentin Rongier, et finalement on peut voir ici, donc je vais vous faire un cercle tout simple, ne m'en voulez pas si c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais voilà, on a cette zone là ici que je fais un peu grossièrement, qui est totalement libre, et où peut-être il aurait dû se situer si dans un positionnement un peu plus classique, comme pourrait par exemple avoir un certain Under avec qui je fais la comparaison au deuxième mi-temps. Alors, vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce qui pose problème là-dessus? Ce qui pose problème, c'est que déjà, on le voit ici, on a un défenseur stéphanois qui peut se permettre de sortir. Et surtout, on a une défense ici à 4, là, vous voyez... les 4 défenseurs là, j'essaie de vous les prendre un par un, que ça soit bien clair. Voilà, les 4 défenseurs ici là qui sont bien derrière, ils sont bien regroupés, bien serrés. On a une ligne du milieu de terrain et de la défense qui est très regroupée, très axiale. Donc finalement, nous ce qu'on cherche pour affronter ce genre d'équipe, c'est d'étirer au maximum les lignes pour avoir un maximum d'espace, que ça soit dans cette zone là, c'est-à-dire entre les lignes, ou que ce soit sur les ailes. Donc par exemple, vous voyez que toute l'importance, là on a Guendouzi qui est au cœur du jeu, qui est très serré. Si on a un Harit ici, arrêtez-moi hein, si je le fais un peu trop rapidement par rapport au cercle et tout, n'hésitez pas sur le chat, même toi Wahid. Si on a un joueur ici qui est un peu plus excentré, on va forcément avoir ce défenseur stéphanois ici qui va un peu plus s'écarter, ça va offrir de la liberté un peu plus à Dieng, et notamment, je trouve qu'on peut justifier le fait que Dieng a été beaucoup plus en vue en deuxième mi-temps qu'en première, notamment pour cela, parce que j'ai eu la sensation parfois que de par le fait que Harit notamment, et pas que lui, mais ce réaxe, on crée une sorte de bouchon, une sorte de surdensité axiale. Et donc, vous le voyez quelques secondes après aussi, ce que j'ai voulu souligner, c'est que
L'inutilité pour moi de ce déplacement, c'est que en plus de ne pas offrir de solution vers l'avant à Valentin Rongier, notamment sur ce couloir, et donc d'écarter ce bloc Stéphano au maximum, c'est qu'en plus, au moment où il reçoit sa passe, et vous le voyez ici, il est dos au jeu, en fait. Donc, en plus de faire une passe inutile de la part de Valentin Rongier, il se retrouve dos au jeu. Donc, on est quand même dans une situation où on est censé construire, où on n'est pas sous pression, où il n'y a pas de pressing, où on a quand même le temps de se mettre en place. Et ce déplacement fait qu'il y a une passe d'abord qui est inutile, qui élimine aucun adversaire, et qui, en plus, bah, il reçoit un ballon dos au but, dos au jeu, quoi. C'est super... c'est à la fois inutile et bah, pas très intelligent sur ce coup-là, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Wade. Bah, non, mais c'est inutile. Et puis même son duel, en fait, avec son vis-à-vis, il est déjà perdu. Ouais. Parce qu'il sait pas du tout où il est. Bah, il y a même pas de duel, en fait, quoi. Ouais, il y a pas de duel. Enfin, je crois que c'est Stéphano qui a tenté de monter un peu sur lui, bah, parce qu'il a vu qu'il était dos au but. Et puis, d'ailleurs, c'est reparti en arrière. S'il se mettait juste face au jeu, tu peux au moins jouer très vite sur Camara et puis essayer de basculer de l'autre côté et essayer de créer un décalage. Ouais, effectivement. Mais là, moi, à ce niveau-là, c'est des trucs qui sont inacceptables pour moi. Ouais, je suis d'accord. Je suis désolé, mais quand tu joues en CFA, déjà, on te casse les bonbons parce que t'es pas positionné comme il faut. Ouais, l'orientation de ton corps, la prise de balle, le contrôle orienté, ouais, on est d'accord. Mais une prise de balle, c'est important. L'utilisation de la surface de pied, l'orientation de tes appuis, etc. Ça, c'est important. Et à ce niveau-là, c'est-à-dire, c'est même pas un niveau professionnel, c'est niveau top professionnel, quoi. C'est niveau quasiment européen. T'as des mecs qui savent pas comment orienter leurs appuis. Ouais. Bon, après, je vais mettre ça sur le coup peut-être de la fatigue ou de la manque de lucidité, mais en tout cas, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Alors, tu me prends au dépourvu, mais je crois qu'on est sur la première demi-heure, les 25 premières minutes, hein, donc. Ouais, voilà, c'est ça, donc ça va, mais j'aime pas taper sur les bons joueurs, enfin, sur les joueurs qui ont été bons, durant un match. Il a été très bon, attention. Oui, il a été très, très intéressant. Il a été mauvais, etc. Il a été très intéressant, heureusement qu'il a été là, d'ailleurs. Mais quand il y a des choses comme ça, moi, ça me tape sur le système, tu vois. C'est voilà, un peu en fait, ça, c'est des détails qui en live peut-être nous échappent, mais qui sont problématiques, quoi. Là, tu le disais, par exemple, s'il était face au jeu, tu vois, on voit par exemple ici Rongier qui tente un peu de se projeter. Voilà, on peut imaginer qu'il peut profiter de l'espace qui est laissé dans le couloir. Sauf que, évidemment, la séquence, moi, je l'ai utilisée, je la connais par cœur. Ce qui est assez étonnant en plus, là, c'est que Rongier, il va au contraire se réaxer et venir en direction de Guendouzi. Donc, on va se retrouver dans une situation, et vous le voyez là sur l'image suivante. Vous voyez, je vous remontre, Rongier, il est rendu ici. Alors ça aussi, c'est assez hallucinant, le positionnement de Rongier par rapport à Camara. Là, il est complètement inutile ici. On a Harit qui va ici essayer de faire un appel en profondeur qui peut s'avérer intéressant, mais là encore, je tiens à le souligner, le fait qu'il n'ait pas assez écarté, en tout cas au départ, il n'a pas étiré ces lignes-là, et donc il vient presque, tu vois, s'emplâtrer dans un mur qui est déjà en place, qui n'a pas bougé, quoi, ce mur stéphanois. Donc c'est très très difficile de trouver des espaces là-dessus, quoi. Et non, tu peux rien faire là, absolument. Tu peux absolument rien faire. Même si t'as une situation c'est du 1 contre 1 là, les trois devant là, il y a Harit, Dieng tout à fait. Et Guendouzi, tu vois, c'est du 1 contre 1. Ils sont 3 contre 3. Mais le problème, c'est que le ballon, tu vas le balancer par-dessus la défense, mais le ballon, il est quasiment perdu. C'est impossible, c'est impossible. Tu le sais d'avant. Et tu vois, là, je le montre avec ce carré. Regarde la densité axiale qu'il y a, c'est assez incroyable. Mais c'est affolant. C'est affolant. Moi, je comprends pas pourquoi Rongier, tu vois, on voit clairement qu'Harit a essayé de faire une différence dans l'axe et utiliser l'appel de Guendouzi, tu vois, qui a essayé de croiser. Je vois pas pourquoi Rongier, en fait, il est pas reparti sur son côté. Enfin, à la base, je sais bien que Sampaoli lui demande de venir dans l'axe pour essayer de toucher un maximum de ballons. Mais, enfin, au bout d'un moment, il y a aussi ton cerveau de joueur, tu vois, ton football qui te dit, bon, là, c'est plein, je vais m'écarter et puis au moins, on pourra peut-être trouver une solution, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Alors, on est dur, hein, vraiment, on est dur parce que je ne cesse de souligner que Valentin Rongier est ce type de joueur intelligent et tout ça, mais il est vrai qu'en tout cas, sur cette situation, sur cette séquence, c'est assez étonnant de voir autant de monde dans l'axe. Tu vois, là, on le voit, le couloir, il est complètement déserté. C'est incroyable. Franchement... Après, il faut bien dire aux gens qui écoutent, on parle juste de cette séquence. Bien sûr. Et de toute façon, je vais évidemment montrer les séquences où ça a fonctionné. C'est simplement pour
appuyer mes propos. Je commence par le négatif pour montrer le positif, pour montrer que en première mi-temps, les difficultés qu'on a eues, je trouve, sont étroitement liées au fait qu'on s'est trop réaxé et on est tombé finalement dans le piège stéphanois, quoi, dans l'entonnoir, dans cet axe qu'on doit absolument éviter, quoi. Et donc, on l'évoquait, par exemple, que Dieng a été plutôt discret en première mi-temps, bah, forcément, tout se resserre autour de lui, profiter de sa vitesse et avoir des espaces était très difficile pour lui, quoi. Je passe sur l'image suivante pour montrer aussi, parce que c'est trop facile de taper uniquement sur Harit, et encore une fois, je le répète, c'est vraiment pas une volonté. Là, je montre aussi, vous voyez ici, on a Kolasinac qui reçoit le ballon. Là, c'est pareil. Kolasinac, quand il reçoit le ballon, de par son positionnement, la passe que fait Kaleta-Tchar, si je ne me trompe pas ici, bon, elle est inutile. Ici, Kolasinac, il doit être positionné à ce niveau-là, beaucoup plus haut, pour justement peut-être attirer, vous voyez, ce Stéphanois qui est situé ici, l'écarter un peu plus, et donc, eh ben, on va avoir Payet qui est juste derrière ce Stéphanois, qui va avoir un peu plus de liberté. On a juste derrière Payet Harit qui est venu faire sa course et complètement changer de côté, pour peut-être essayer, et ça peut être intéressant, c'est ce qu'a fait pendant un temps énormément Payet, venir amener une supériorité numérique sur un côté, donc ça c'est intéressant. Mais de par le mauvais positionnement au départ de Kolasinac, ni Payet ni Harit sont finalement accessibles. Vous voyez là, si on réalise cette passe ici, là ça devient très compliqué. Et donc finalement, on ne va pas profiter de cette supériorité numérique qu'on a créée là, qui est un 3 contre 4 là quasiment, si on compte Harit, Payet et Kolasinac, qu'on doit pouvoir jouer. Et on ne peut pas le jouer juste parce que le positionnement de Kolasinac n'est pas très juste et pas assez haut, quoi. Et ça, tu vois, ça par contre, tu vois, je suis peut-être un peu plus intraitable avec Kolasinac que Rongier, parce que c'est son poste. Totalement. C'est son poste et il devrait savoir, tu vois, où se situer face à un bloc bas, quand c'est resserré, quand c'est large, etc. Là, vraiment, tu vois, il avait 5 pas à faire de plus et il se retrouvait dans une situation idéale. Et ça fait toute la différence. Il mettait vraiment mal à l'aise le milieu stéphanois. Totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça que j'ai aussi fait ce choix de montrer plus de problématiques et de séquences de la part d'Harit que de Kolasinac, parce que je trouve que c'est plus intéressant en fait de souligner ce qui peut être gommé et ce qui est difficile pour Harit. Mais en fait, tu vois, c'est certainement un peu fou ce que je vais te dire, mais tu vois, j'ai envie d'être dans la vidéo qui te donne envie de progresser, là où Kolasinac, c'est une vraie déception, c'est un vrai truc où je peux pas justifier et me dire, mais tu vois, là, ce positionnement-là, t'aurais dû être là parce que... en fait, le mec, il le sait, il doit le savoir. Autant Harit, je me dis que de par sa formation axiale, etc., il le sait peut-être un peu moins, donc j'ai la sensation de faire... et ça, vraiment, c'est juste personnellement, mais de faire une vidéo qui donne envie de progresser plus que taper sur un joueur, quoi. Tu vois. Mais c'est moins naturel pour Harit, mais je reste persuadé que c'est un problème vraiment de QI foot. Ça, pour moi, c'est indéniable. Tu peux avoir été formé toute ta vie ailier ou axial ou neuf ou ce que tu veux, mais un joueur intelligent, ça reste un joueur intelligent et qui comprend le ballon et quasiment à tous les postes, même si bien sûr c'est pas leur poste de prédilection, mais il y a des joueurs qui sont comme, tu vois, Payet par exemple, tu le mets à gauche, à droite, dans l'axe neuf, le mec, il sait comment se positionner par rapport à son adversaire et il sait comment jouer au foot. Ça le gêne pas. Mais tu as des joueurs qui ont besoin d'être guidés et plus que guidés parce qu'ils sont pas capables ou pas tout le temps capables de prendre des décisions seuls sur le terrain. On est d'accord. On a Matzel qui fait un petit coucou et qui fait partie a priori des gagnants du concours que j'ai fait pour offrir un t-shirt. Il me dit, je regarde la boîte aux lettres tous les jours. Petite parenthèse, pas de panique. Le courrier a été envoyé, enfin le t-shirt a été envoyé il y a 2 ou 3 jours. Le vendredi ou le samedi. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu. On a Cordo 496 qui est là, qui est un habitué aussi, donc je le salue. Je vais continuer un peu la séquence pour montrer donc qu'on a basculé. On a essayé de jouer à droite. Harit est venu se réaxer et donc on n'a pas pu jouer à droite. On a donc basculé à gauche. On le voit ici par le problème de positionnement de Kolasinac. Finalement, on n'a pas vraiment de solution pour aller de l'avant et donc on va rebasculer à droite.
Et là, je souligne une nouvelle fois, on va pas s'attarder parce qu'on l'a plutôt très bien expliqué, je trouve, en amont. Mais là, on a Guendouzi qui, lui, a compris, en revanche, que ce couloir était un peu trop vide, qui est venu donc s'excentrer, mais qui, à mon sens, comme vous le voyez, avec cette zone que j'ai mis en place, est un peu trop bas pour vraiment avoir un rôle où il va étirer tous ces Stéphanois pour créer un maximum d'espace. Vous voyez, je vous ai fait la flèche. À mon sens, il aurait dû se situer ici. On devrait presque ne pas le voir. Je vous l'ai mis là, mais j'aurais même eu envie de le tirer encore plus bas hors de l'écran pour vraiment essayer d'utiliser au maximum la largeur du terrain. La largeur du terrain, mais là, le seul souci, c'est que le jeu, il était à gauche et du coup, à droite, même si tu bascules là, Gendouzi, éventuellement, Gendouzi bien placé, tu lui mets, là, il se retrouve sur un 2 contre 1. Ouais, totalement, c'est pas jouable. Personne et il n'y aura plus de solution. La solution, elle était à gauche. Et c'est Kolasinac qui a tout fait foirer. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, pour montrer la suite, c'est que Saliba va se projeter balle au pied. Il va finalement tenter une passe axiale. Très risqué, où elle va se faire intercepter, où d'ailleurs on peut se faire prendre et se mettre en danger de contre. Tiens, on voit le chrono là qui n'est pas caché. J'avais parlé de 25e ou 35e, même pas, on est dans le premier quart d'heure. Donc l'excuse de la fatigue, etc., je trouve qu'elle ne tient pas debout pour le coup. Image suivante, pour rester un peu dans le même principe, vous voyez Rongier ici, et Harit, vous voyez son positionnement, je remontre encore la zone où le couloir est totalement vide. On a pareil ici à l'opposé, quand le jeu va rebasculer, je montre encore une fois que Kolasinac est beaucoup trop bas, là ici il est complètement inutile. Si Guendouzi lui transmet le ballon, la passe encore une fois élimine personne. Et d'ailleurs, c'est intéressant de souligner, je le dis dans ma vidéo, vous voyez Guendouzi ici et Gerson ici. Regardez le mouvement qu'ils font avec leurs bras, c'est tout simplement parce qu'ils reprochent à Kolasinac de ne pas s'être projeté, de ne pas être positionné correctement. Voilà, à peu près en gros ici, au bout de ma flèche pour venir dédoubler dans le dos de Gerson et proposer en profondeur. Donc soit il est suivi dans son marquage et ça libère Gerson, soit il n'est pas suivi, donc ça permet de lui transmettre. La preuve, c'est que quelques secondes plus tard, on a Guendouzi qui force un peu cette fameuse passe qu'il voulait avoir au départ. En fait, la solution qu'il voulait avoir au départ, vous voyez, Kolasinac, il est là, il fait cet appel. Et évidemment, quand on voit l'avance qu'a le Stéphanois sur Kolasinac, vous aurez vite compris que la passe va être interceptée. Mais je crois que c'était vraiment pour lui montrer que... Ouais, mais totalement. Je l'ai vécu comme ça. J'ai l'impression, cette passe-là, tu vois, cette passe, c'était vraiment, tu vois, c'est là qu'il fallait aller, quoi. Franchement, je l'ai totalement vécu comme ça en live où je me dis, mais ouais, il a forcé la passe pour lui dire, pour lui donner la leçon de dire les prochaines séquences. La passe, elle doit être réussie. Ouais. Je l'ai totalement vécu comme ça, mais encore une fois, on est un peu dur, mais parce que... Non pas parce qu'on a envie de critiquer ou quoi, mais au contraire, on a envie de montrer que ça progresse et que malgré une victoire parfois, même là, un 4-2, on se dit ouais, on a une victoire large. Bah finalement, quand on reprend les situations, on voit qu'il y a plein de points de progression et que peut-être, moi, j'aurais aimé que ce genre de match, on puisse le gagner 4-1, aller sur l'erreur, 5-1, 6-1, parce que Payet rate une action, parce que ce genre de séquence doit nous amener plus d'opportunités en tout cas. Et on doit amener beaucoup plus le danger dans la surface stéphanoise, alors que comme on l'a dit en début d'émission, et vous l'avez dit dans le chat, on a finalement marqué un seul but dans le jeu, et on a simplement marqué sur 2 pénaltys et un CSC. J'essaie de lire en même temps, on a Colas et Kata, en espérant que le problème n'est que physique, de la part de Chevalier. On a Cordo496 qui nous dit qu'Aletachar faisait de superbes transversales, nous les voyons plus, ou quasiment plus. Une volonté du coach de jouer au sol. Tiens, je te pose la question, Wade. Bah, on le sait, hein. On sait que Sampaoli, il aime le jeu au sol, dans les jeux courts, etc. Mais je suis pas sûr que le coach interdise non plus les changements d'aile quand non, je pense pas. Je pense que s'y prête, tu vois. Il y a un mélange de, on n'utilise pas, et c'est ce que je me tue à dire là. À travers ces analyses, que la largeur est pas assez bien utilisée. Faut pas oublier aussi qu'on a eu Under qui a été absent quelques temps, et souvent, très souvent, ces transversales sont la cible de Under. Voilà, de par sa vitesse et de par justement le fait qu'il écarte énormément.
Donc Ouais. non, je pense qu'à terme, on reverra ça, mais c'est vrai qu'on le voit de moins en moins, et c'est certainement là aussi ce qui montre qu'on utilise encore moins la largeur, et de par notre variété dans les passes, tu vois qu'on a très peu, on retrouve plus ce jeu long, et effectivement, c'est je pense, C'est une une vraie donne qu'il va option, hein. falloir ajouter à notre jeu pour être moins lisible, en tout cas, quoi. Bah ouais, parce que c'est une. Même si là, on va le voir après, en seconde période, Ouais. enfin, on est quasiment illisible pour l'adversaire parce que on l'a vu qu'il s'était complètement désorganisé. Mhm. Mais c'est une sacrée option, hein, de pouvoir changer d'aile comme ça, taper Ouais. un ballon de 50 mètres et créer quasiment ton décalage sur cette transversale face à un bloc bas comme ça. Mhm. Je pense qu'on aurait pu l'utiliser contre Saint-Etienne, vraiment travailler d'un Je côté. suis d'accord. Mais Sampaoli, on le sait que c'est pas son délire. On sait que voilà, ça travaille dans l'axe et puis ça sort sur le côté. Mhm. Souvent, c'est un peu comme ça, et c'est pour ça qu'on se retrouve très souvent aussi très bouché dans l'axe. Voilà, écoute, hein, on espère revoir ça. Ouais, comme tu as dit, Under aime bien faire ça de temps en Ouais, temps. je pense Donc, ouais. qu'on va revoir ça quand Under va jouer davantage, en tout cas j'espère. Euh, quelques autres images rapides aussi, simplement pour appuyer mes propos. Là, vous voyez encore Harit, il est tout en bas de l'image. Encore une fois, collé à Rongier, donc inutile. On a un couloir, vous le voyez. Ops, pardon, petite erreur de manip, je remets, voilà. On a un couloir qui est totalement vide, et on a Guendouzi qui d'ailleurs, encore une fois, vous voyez avec son bras, demande à Harit de monter, explique qu'il doit être beaucoup plus haut. Et ce que je trouve intéressant ici, et avec l'image suivante, on va le voir parce qu'il va recevoir le ballon, mais vous voyez, ici, Guendouzi, il est complètement étouffé par 4 Stéphanois, et je rebascule volontairement maintenant que vous avez vu cette image sur l'image précédente. Vous voyez, on les retrouve ici, les 4 Stéphanois autour de lui. Et ça, si Harit est situé un peu plus haut, je vous mets le cercle là, à peu près ici, même si je l'ai exagérément mis plus haut, à mon sens, il doit être à peu près là. Et ben, il attire au Jamais. moins un Stéphanois, voire deux. Il attire le latéral, il attire certainement un peu plus le défenseur axial qui voudra couvrir. Et donc, bah, il va libérer davantage d'espace à Guendouzi. Donc finalement, on revient sur les propos que je tenais tout à l'heure, où on dit oui, mais Harit, quand il dézone, c'est intéressant. Bah voilà, là, typiquement, est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, parce que la passe qu'il propose, elle élimine aucun joueur. Et en fait, en plus de ça, il étouffe ses adversaires par le fait que bah, les Stéphanois n'ont plus besoin d'écarter, d'être étirés, d'étirer les lignes. Et ça, c'est assez problématique, quoi. Et je trouve que voilà, on est clairement dans le genre d'image qui montre cette problématique de ne pas avoir assez mangé la ligne, tu vois. Si on était dans un niveau amateur et que j'arrêtais de vouloir faire des belles phrases et tout, je te dirais, tu vois, si j'étais coach, je te dirais mange la ligne, quoi, un petit peu, quoi. Viens, Non, mais c'est ça, hein. on C'est exactement ça. l'entend tous Mange les la week-ends ligne sur et les puis terrains, tu on vois, l'a vu. viens sniffer la ligne blanche, là, la petite blague. Mais c'est totalement ça, quoi, tu vois, à un moment donné, il fallait écarter au maximum, quoi. À un moment donné aussi sur cette action-là, Mhm. tout ce qui s'est passé après, Ça t'a fait justement rire, autour tu de l'avais jamais Guendouzi, entendu sur les vraiment de la terrains faute amateurs, d'Harit. celle-ci? Je te vois rigoler de ça. Parce que moi, je l'entendais régulièrement, je sais pas si c'est lié à ma région. Ouais, je pense que c'est lié à ta région, je Merde. pense, hein, parce que sniffer Bon, bah écoute, c'est cadeau, tu pourras sortir 2-3 vannes dans le sud. N'hésite surtout pas. Ouais, je pense que ça va envoyer dès ce soir. Mais pour revenir là sur la situation où il y a les quatre autour de Guendouzi, vraiment cette situation-là, c'est vraiment uniquement à cause de Harit. Ouais, totalement. C'est Totalement. son mauvais placement, vraiment Tiens, ça je met remets l'image. parce qu'on a vu après, on a vu aussi qu'on pouvait vraiment pas jouer à l'opposé parce qu'il n'y avait pas de solution non plus. Ouais. C'était vraiment très compliqué, mais c'est bien de montrer ça parce que au moins les gens peuvent s'apercevoir comme quoi le football de très haut niveau est précis, quoi. C'est Totalement. vraiment pas que de la passe, du tir, etc. C'est Totalement. hyper précis et un placement est important, quoi. Merci Vaïd de souligner cela. Ouais. Non, mais en plus, c'est intéressant, tu vois, que tu dises aussi que sur cette séquence, le jeu était là et qu'on pouvait pas jouer à l'opposé. Mais là aussi, tu vois, on peut souligner, si je commence à être pointilleux, bah, Kolasinac, il doit pas être situé si bas. Ici, il est inutile, il doit être déjà, tu vois, un peu plus haut que la ligne médiane et forcer donc le Stéphanois à s'inquiéter, le latéral Stéphanois à s'inquiéter de ce qui se passe dans son dos. Et donc, soit Gerson
repique dans l'axe et va ouvrir complètement le couloir à Kolasinac, soit le latéral stéphanois va être attiré davantage vers Kolasinac et on a ce fameux half space, là, ce demi-espace qui s'ouvre pour Gerson, quoi. Mais ouais, grave. Mais grave. Non, mais c'est, de toute façon, là, tu peux le montrer au moins 10 fois, hein, sur ce match-là. Kolasinac, on a bien vu, on a bien compris que il a vraiment beaucoup de mal. Est-ce que c'est de sa faute? Je sais pas, mais il a beaucoup de mal à se projeter, il a beaucoup de mal à se situer aussi dans ce système-là. Il va falloir qu'il travaille vraiment. Hein. Je sais pas s'il est avec nous l'année prochaine, mais il va falloir qu'il travaille ça et puis il puisse apporter parce que je sais que enfin il a les capacités techniques et physiques à moyen terme pour être au niveau de jouer à l'OM. Et il va falloir vraiment qu'il élève son niveau de jeu. Ça marche, tu vois. Je finis avec une dernière image pour simplement montrer, voilà, encore une fois, toute la densité axiale, à quel point on a les deux couloirs qui sont, et notamment ce couloir droit là en bas qui est totalement libre et qu'on n'a pas assez transversale. Une transversale sur ce moment-là, totalement. Avec un ailier bien positionné ou un Guendouzi qui va vraiment chercher la ligne blanche. Voilà, là tu crées quelque chose, tu vois. Tu vas chercher quelque chose, tu vas créer quelque chose, tu vas essayer de déboussoler ton bloc. Et avec chance, avec un peu de chance, tu vas réussir à désorganiser tout ça et créer une situation. Et j'ai même envie de dire que même si la passe est trop longue, elle est ratée ou quoi que ce soit, tu as amené de la variété dans ton jeu. Donc sur les séquences d'après, le latéral stéphanois, il va s'écarter un peu plus, il va jouer un peu différemment. Et donc là, tu peux t'ouvrir des espaces, même si c'est pas sur cette séquence, pour les séquences qui suivent. Dès l'instant que tu vas mettre dans la tête du Stéphanois que ce qu'a dit son coach tout au long de la semaine pour nous contrecarrer est faux, à partir de là, tu dérègles tout le système. Totalement. C'est pas compliqué, surtout avec une équipe aussi mal en point, tu vois, pas de tableau. Si vraiment, là, tu vois, ils étaient sur un fauteuil pour toute une mi-temps quasiment. Bon, on a eu 2-3 situations, mais ils étaient sur un fauteuil. Ils pensaient avoir la solution face à nous, alors que c'est nous qui avons mal joué les coups. C'est très intéressant ce que tu dis là. C'est que ce qui m'a déplu dans cette première mi-temps, c'est non pas que et ça je l'ai entendu, on revenait sur cette conversation avec Romain Hering, et pareil, il a tenu, ça aurait été intéressant, tu vois, de le recevoir aujourd'hui, du coup, de rebondir sur ses propos, mais il m'a expliqué que, oui, mais en deuxième mi-temps aussi, les Stéphanois, ils ont complètement lâché, etc., ben en fait, j'ai même pas eu cette sensation. C'est nous qui, d'un seul coup, avons élevé notre niveau, joué correctement, joué dans les bonnes zones, et donc on les a désorganisés. Là, en première mi-temps, et tu as totalement raison, Wahid, c'est que on est tombé dans leur piège, en fait, presque. Et en plus, honnêtement, c'était un piège gros, quoi, très gros, quoi, tu vois. Vraiment, ils se sont dit, on sait que l'OM aime l'axe, aime jouer dans l'axe, aime trouver les points d'appui dans l'axe, avec Payet dans l'axe, etc. Et ils en ont oublié les côtés. Mais dès l'instant que tu vas les piquer sur les côtés, ils ont plus de solution de leur côté. Et c'est le bordel dans leur tête. Et à partir de là, c'est le bordel sur le terrain aussi. On l'a vu en seconde mi-temps. C'est vraiment pas les Stéphanois qui se sont désorganisés. C'est nous qui les avons désorganisés, vraiment. On est totalement d'accord et c'est parfait pour l'une des transitions, pour faire la transition sur une des images en deuxième mi-temps. Et là, vous le voyez, c'est une image très simple. J'ai même pas essayé de chercher complexité, de la complexité dans la séquence avec plusieurs mouvements et tout. Très simple. Under, vous voyez où il est placé, où il est très écarté. Ce que je réclame là sur les 15 images que je vous ai montrées précédemment. Il est très très écarté. Du coup, il a étiré davantage. Regardez, tiens, ça serait intéressant de rebasculer sur l'image d'avant. Je vous laisse regarder toute la ligne stéphanoise défensive, les 5 défenseurs. Regardez comme ils occupent presque toute la largeur du terrain. Et je rebascule sur la séquence précédente. Regardez la ligne défensive de 5. Regardez toute la différence. Ici, ils sont sur quoi? 40 mètres de large? Ici, ils sont sur toute la largeur du terrain. Et là, d'un seul coup, il y a des espaces qui se créent, d'où l'appel de Camara qui vient essayer de faire un appel franc. Et d'un seul coup, tiens, on retrouve ce fameux jeu long, ces fameuses transversales. Mais c'est ça, tout simplement. Et voilà. Tout simplement. C'est simple. Hein. Et puis tu vois bien là, à côté de Camara, c'est plus celui qui montre du doigt Camara. Je crois que c'était Bonga, non? Je sais plus. Alors, oui, en fait, lui là.
lui, la difficulté là qu'il a à ce moment-là, Totalement. c'est que tu vois, Under, il est dans son dos. Oui, En gros, il doit avoir l'œil sur Under et il doit avoir l'œil sur Camara. tout à Mais fait. comme il y a Camara, mais ça fout un bordel pas possible. Alors qu'avec Harit en première période, Qui s'était ça aurait pu réaxé. être un autre joueur, hein. Là c'était Harit, hein. Mais ça arrive souvent avec d'autres joueurs. Avec Under qui serait remonté au niveau de Guendouzi, puis Guendouzi qui serait un peu perdu au milieu, Ouais. ben lui en fait, ben, il a rien à couvrir, il a juste à couvrir Camara. Il sait que le Under qui est un peu plus bas sur le terrain n'apporte aucun danger, il se concentre sur Camara et cet appel-là, tu l'as plus. J'aime quand tu réagis comme ça. J'aime parce que ça me montre que voilà, j'ai pris les séquences les plus claires possibles et que c'est tout à fait lisible. Donc, je peux que Ah ouais, appuyer non, tes propos. C'est exactement ça. Et donc, ce que je veux montrer là, c'est que vous voyez, Under, il touche pas le ballon. Il est juste là, dans une position où Ah ouais. bah, il va servir tous ses partenaires. Donc, encore une Bien fois, sûr. je veux pas taper sur Harit, loin de là, qui, je le dis, je le répète, fait 3 bons derniers matchs, là, les 3 où il a participé, ont été très intéressants. Et je préfère avoir un joueur qui est dans l'erreur, comme j'ai pu le voir en première mi-temps, plutôt que ce mec, d'ailleurs, on va rebondir encore une fois sur ce qu'a dit Romain Herring, il va peut-être nous taper dessus là parce que c'est du négatif, mais il nous comparait rapidement ça avec Luis Enrique, où, par exemple, bah, on a un Luis Enrique qui va être sur son côté, mais qui va être finalement caché, pas très utile, pas faire d'appel, etc. Je préfère avoir un Reed qui tente des choses, mais qui ne sont pas bonnes, Ouais, mais ouais, qui non, tente des choses, plutôt qu'un mec qui va se Ouais. cacher. Mais là, Under, vous voyez, il n'est pas caché. Bien au contraire, il sait Mais non, exactement ce qu'il fait et il pas du attire tout. ce bloc stéphanois sur le côté, il écarte les lignes Mais et oui. on voit Camara qui ici qui a essayé d'en profiter. Alors malheureusement, la passe sera un peu trop longue. Mais voilà, là on a commencé à amener cette variété Bien. qu'on réclame et là on commence à amener le danger, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. On a des appels, on a un positionnement qui est cohérent et on a justement bah, cette faculté à poser ce problème à la défense stéphanoise. Et puis ça s'est vu sur le reste du match, hein, de toute façon. Totalement, et tu vois, là je bascule sur une image suivante pour montrer là aussi, le but c'est pas d'encenser l'entrée d'Under, et là je veux souligner, alors je vais d'abord rebondir sur la séquence avant de dire ce que je voulais dire, vous voyez, là j'ai pas pu souligner parce que Payet il est en dehors de l'écran, donc je vous ai mis son nom, il est tout en bas de l'écran, il attire donc ce latéral stéphanois, vous voyez avec la flèche que j'ai fait, et bah, Harit d'un seul coup qui est dans l'axe du terrain, et bah il a cet espace qui se crée dans l'axe là entre le latéral et le central et il peut se projeter balle au pied. Et là, ça devient intéressant. Donc là, vous voyez tous les espaces qui se créent entre tous ces Stéphanois qui étaient liés. Tu vois, si j'exagérais un peu le truc, Ah ouais, c'est ça. si je voulais symboliser un peu le truc, moi j'aurais presque la sensation que bah, les 5 Stéphanois, tu sais, ils se tenaient par la main. Et puis ça faisait vraiment Ouais, non, une mais c'est chaîne ça. où tu vois, tu peux pas passer. Et là, d'un seul coup, le fait d'avoir écarté de par le positionnement de Under et de Payet qui en deuxième mi-temps sera repositionné sur un côté, bah les mecs ils ont dû se lâcher la main. Et puis d'un seul coup, Ouais, bah c'est y a plus de synchronisation Mais- dans les mouvements et tout, tu vois. Exactement, exactement. Mais non, mais c'est ce qu'il faut faire. Et à l'opposé, voilà, c'est intéressant aussi de voir parce que cette image-là, on le voit Totalement, je bien, vais tu te le vois. souligner. Totalement. Under, il est un peu plus axial, Il mais est ça c'est réaxé. normal. Ouais, On sait que là, ça va se jouer à gauche et qu'à gauche, ça va écarter au maximum totalement. et que t'as Under, voilà, qui va se retrouver axial. Même je pense que là, à ce moment-là, Under doit prendre la décision de suivre un peu Bamba Mais je Dieng pense et qu'il le fait, je crois qu'il le faire un fait. petit Je rappel, tu faudrait que vois. je vérifie, mais je crois qu'il le fait, ouais. Ouais, voilà, donc tu vois, normalement le jeu c'est ça, il va essayer de faire un appel entre les deux. On voit Totalement. que le défenseur qui est sur Dieng, il voit plus rien de ce qui se passe dans le dos. Totalement. Tu peux surprendre un peu tout le monde dans l'axe. Mais voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, avec un mec qui va manger la ligne sur ce match-là, on l'a vu encore, là, on le voit encore. Un mec qui va manger sa ligne, intelligent comme Payet, sur ce côté-là, Mhm. ça va créer le doute à ce défenseur là, qui sait plus où aller. Et puis t'as Harit qui va se retrouver avec une, deux, voire trois solutions, tu vois, devant lui. Ouais, totalement. Et tu vois, tu voulais le dire, du coup, tu as rebondi plus sur Under, mais même à l'opposé, là, on voit, il y a Rongier qui est totalement esselé. T'as rangé. Et ça, c'est très intéressant. On pourrait se dire que là, il se désintéresse presque de la séquence, qu'il est beaucoup trop loin pour recevoir un ballon. Et non, parce que Voilà. il force comprend, ce il comprend Stéphanois-là à être encore très écarté, en cas où il y a une transversale, en cas où le jeu vient de ce côté. Et donc, encore Ouais. une fois, c'est toujours la même histoire. On étire au maximum ce bloc et ces lignes stéphanoises. Je regarde un peu sur le chat. Il y a Chevalier Rose 13 qui nous dit la base de Sampaoli, c'est ça, c'est des ailiers qui attirent l'attention des défenseurs en les écartant pour créer des espaces
pour des milieux qui se projettent. Moi, j'adore les gens que j'ai sur mon chat. Hein. Moi, ma communauté me régale avec ce genre de commentaires. C'est des tacticiens, mon gars. Parce que voilà, c'est exactement ça. Et je suis content de voir que on est assez clair et que toutes ces métaphores, ces trucs que j'essaie de symboliser au maximum sur des séquences, voilà, que ça soit super clair. C'est vraiment, vraiment très agréable de partager ça. Là, pareil, je montre... Vraiment, c'est quelques secondes plus tard. Et c'est d'ailleurs la séquence, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, mais donc l'image qu'on a vue avant, là où Payet est très écarté, Harit peut se projeter balle au pied, qu'on a ce fameux déplacement d'Under et de Rongier de l'autre côté. Quelques secondes plus tard, hop, ça amène à cette... Je crois que je suis en train de dire une bêtise. Je vérifie. Non, oubliez ce que j'ai dit. Je suis en train de vous dire une bêtise. C'est pas la même séquence. Mais elle démarre exactement, quasiment pareil. Parce que là, vous voyez, Under, il est complètement à l'opposé. Rongier s'est réaxé. Mais vraiment, on a vu la répétition de ce genre de séquence. Et encore une fois, regardez Payet en bas. Il attire Tube, si je me trompe pas, vers lui. Et donc, encore une fois, regardez. L'axe, et là, il y a de l'espace qui se crée dans l'axe du terrain. Ouais. Là où avant... l'axe c'était impossible en fait. On avait Dieng qui était bouché, Harit qui venait se réaxer, c'était complètement bouché. Là d'un seul coup on a des espaces qui se créent entre les Stéphanois qui n'existaient pas parce que Payet il est venu manger la ligne. Et encore une fois ici Payet il va pas toucher le ballon, mais il est essentiel en fait. Et là il y a cette action où il y a le 1-2, il y a le fameux CSC qui amène Rongier là avec ce duel. Et... c'est le but de Rongier, je crois, c'est ça. Hein. Ouais, pas de Rongier, le CSC, mais CSC, le centre de Rongier, je crois. Effectivement. Donc là, encore une fois, on va dire super travail d'Harit, et effectivement, super travail d'Harit. Mais Payet, là, attention, il joue un rôle très important et surtout. Il joue un rôle qui n'a pas été joué en première mi-temps et qui fait toute la différence. Et là, je veux souligner quelque chose qui me fait vraiment plaisir à dire parce que les habitués de mon live sauront que depuis des semaines, si je fais bien un reproche à Sampaoli, c'est celui-là, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir assez de recul et une analyse bonne en cours de match pour réagir correctement et s'ajuster tactiquement. Or là, ça fait quelques rencontres, et notamment sur celle-ci, où je l'ai trouvé très très bon. Alors, on retient l'entrée de Under qui crée toute la différence et qui peut-être, vous allez me dire, appuie mes propos sur le fait que d'écarter c'est très important. Mais moi, là où j'ai envie de souligner le travail de Sampaoli à la mi-temps, plus que l'entrée de Under, c'est aussi le replacement de Payet sur un côté. Il aurait pu laisser Harit sur le côté et laisser Payet dans l'axe. Or, il les a permutés à la mi-temps. D'ailleurs, je crois que c'est un peu faux parce que les 5 premières minutes, ils doivent rester en place. Donc, je pense même que c'est au cours de la deuxième mi-temps, au bout de 5 minutes, il fait la permutation. Et là, la permutation, elle fait toute la différence. Mais vraiment, vraiment pour moi, c'est presque la bascule tactique du match, quoi. Mais c'est justement il faut en profiter pour le pointer, ça. C'est pas une punition de mettre Payet à gauche, et des fois pour le bien de l'équipe, je te jure, c'est la meilleure solution. Il est hyper intelligent, il a plus rien à prouver sur ça. C'est un mec qui sait lire le jeu, et on a besoin de ça justement quand ça va pas et quand on n'arrive pas à trouver de solution, quand on doit chercher la comment ça s'appelle, la largeur. On a besoin d'un Payet justement à gauche sur un côté et qui puisse trouver ces solutions-là qu'on n'arrivait pas à trouver avant. Ouais, totalement. Franchement. Et là où je trouve ça, même encore, tu vois, pour appuyer mes propos, où je trouve ça très intelligent, c'est qu'il aurait pu insister avec Payet dans l'axe, comme je le disais, en se disant que lui, il a la capacité de trouver les bonnes passes, les bonnes dernières passes. Je pense que là, il voit aussi que Payet, il est un peu en dedans. En tout cas, il est moins bien que ce qu'on a pu voir il y a 2 ou 3 mois. Et donc, il a vu aussi un Harit qui avait envie d'être en mouvement, de toucher beaucoup de ballons, de beaucoup participer au jeu. Et donc, finalement, cette permutation aussi, elle se prêtait parfaitement à la situation. De par l'intelligence des joueurs, mais aussi de par ce qu'ils avaient envie de mettre en place, quoi. Harit, il avait envie de toucher beaucoup de ballons, d'être dans la provocation, etc. Payet était un peu plus discret, un peu plus dans l'intelligence, et donc cette permutation, pour moi, vraiment, c'est le point clé de cette rencontre. Si on m'avait demandé à la fin du match, qu'est-ce que tu as retenu le plus de cette rencontre, je pense que j'aurais dit ça, cette permutation qui, pour moi, fait basculer totalement la rencontre, quoi. Et ça montre aussi que on a un coach
tacticien et qui sait lire les matchs. J'ai été très 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 difficile, très dur avec lui Ouais, quand ça n'allait pas en cours de saison là. ouais, ouais. Parce que pour moi, en fait, je trouvais qu'il ne savait pas lire les matchs et qu'il ne Ouais, prenait c'est pas de exactement ce que je décision disais tout à pendant l'heure. les matchs quand ça n'allait pas. Ouais, Mais là, franchement, on voit on voit ces derniers matchs qu'il n'hésite pas à apporter des modifications et des modifications importantes. ouais. C'est ça le truc. Un changement de joueur, un changement de poste. Franchement, c'est plaisant et puis Ouais. on retrouve une équipe voilà qui joue et un entraîneur qui a envie de répondre à des problématiques Ouais. constamment durant le match et ça c'est intéressant. Bah, tu vois, si on souligne régulièrement la progression de certains joueurs au fil des matchs, etc., bah, je trouve que ça peut se tenir avec un coach. Et c'est exactement ce que je ressens à l'heure actuelle. C'est que Sampaoli, j'ai vraiment la sensation qu'il est aussi en train de progresser dans son coaching. Et Grave. ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et voilà, c'est plein Mais je suis d'espoir pour la content. Hein. suite où je trouve qu'il y avait certaines lacunes Ouais. que là, il est en train de gommer de plus en plus, quoi. Ben, moi, franchement, je suis content et ça prouve que certains entraîneurs auraient sombré dans la crise hein, il y a Aussi, quelques temps en arrière ouais, c'est vrai. parce qu'ils étaient restés sur leurs idées et puis sur leur, sur leur savoir-faire, sur leur envie de faire. Mhm. Et aujourd'hui, on voit que Sampaoli, en fait, prend des décisions. Tu vois, Mhm. il a compris que ça n'allait pas. Peut-être qu'il a eu une discussion avec les joueurs. C'est des choses qui se passent au sein du vestiaire, on ne le sait pas. Mhm. Mais on dirait qu'il y a eu des choses qui ont évolué ces dernières Ouais, semaines. je suis d'accord. Et il a énormément progressé. Moi, ça me fait plaisir. Je vois un entraîneur qui a envie de progresser et qui est pas buté borné. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoute, on a fait un peu le tour de moi, ce que je voulais évoquer. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu auras envie d'évoquer qui m'ont certainement échappé? Il y en a certainement beaucoup, mais et voilà. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu auras envie de revenir sur cette rencontre voilà, que t'as Sur envie cette rencontre, pas forcément. Ouais. Après, moi, voilà, moi, tu sais que je suis très pointilleux. Peut-être un peu trop pour certains, mais tu vois, il y a des joueurs qui, qui me fatiguent. Allez, J'arrive mouille-toi. plus. Je sais où tu veux en venir, on en a parlé un peu en off. Vas-y, mouille-toi un petit peu. Je crois que tu veux nous parler d'un certain champion d'Afrique en plus. Les champions d'Afrique, quoi. Pas Bamba Dieng, parce qu'il est très jeune et puis il a le temps d'apprendre. Mais il y a un truc qui me fatigue chez Pape Gueye, moi, c'est son pied gauche. Alors il a une très très bonne frappe, il sait faire beaucoup de choses avec ce pied gauche. Mhm. C'est un garçon qui est intelligent aussi, et qui sait à peu près se placer sur un terrain et qui peut apporter beaucoup de choses. Mais moi, un joueur professionnel jouant à l'OM, qui a eu une formation, donc en centre de formation toute sa carrière, il a été formé toute sa carrière, toute sa vie, il a joué au foot. Mhm. Qu'un joueur arrive à l'OM en Ligue 1, top niveau en France, avec un savoir-faire uniquement pied gauche, ça me donne des boutons, ça m'insupporte. Le mec sait utiliser que son pied gauche. Et ça, c'est pas normal à ce niveau-là. Alors peut-être certains vont me dire oui, mais bon, s'il est très bon du pied gauche, certes, ok. Mais t'as toujours besoin d'un pied faible. T'as des situations dans un match où tu vas avoir besoin de ton pied faible. Surtout à son poste, il est au milieu de terrain, il est milieu axial. Ça demande beaucoup de mobilité en termes de positionnement, en termes de prise de balle, parce que tu vas pas avoir des ballons qui vont arriver uniquement sur ton pied gauche comme il faut. Mhm. Donc ça, c'est un vrai souci. On l'a vu encore en fin de match contre Saint-Etienne où il part en contre-attaque. Et à un moment donné, à gauche, c'était complètement seul, qui faisait un appel, il avait tout l'espace devant lui. Le ballon est sur son pied droit, donc il part en contre. Il arrive en ligne médiane et c'est son pied droit, donc je le balance pas. Je balance pas le ballon en profondeur pour Bakambu. Mhm. Je préfère attendre, j'avance. Et quand c'est trop tard, je fais une passe dégueulasse du pied droit qui arrive dans le dos de je sais plus qui. Tu vois, ça m'a fait hurler devant ma télé, ça me fait hurler. Tu vois, c'est le genre de comportement qui me fatigue. Moi, je suis coach, je suis désolé. Je lui dis tout l'entraînement, je ne veux plus que tu touches le ballon avec ton pied gauche. C'est pas compliqué. Tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Contrôle pied droit, passe pied droit. Je ne veux plus que tu touches ton pied gauche. Mais il a besoin de travailler son pied droit. Mhm. C'est un enfer, ce mec. T'es au milieu de terrain. C'est hyper gênant. On doit pas sortir d'un centre de formation pour jouer dans un club de Ligue 2. Le Havre, c'était Ligue 2. Jouer dans un club de Ligue 2 et tu
sans savoir utiliser ton pied faible. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Eh Après, j'en ben, ai d'autres. Hein. J'ai du Valentin Rongier et c'est pas sans retrait alors qu'il est devant le gardien de but. J'en ai un foison, Kevin. Après, on va dire, ouais, t'aimes pas ton équipe, t'es tout le temps en train de taper sur eux, etc., etc. Mais moi, voilà, demain, si t'as envie de voir l'OM au très haut niveau, si t'as envie de voir l'OM se battre avec les meilleurs en Europe, tu dois avoir des joueurs capables de tout faire. C'est tout. Point eh barre. ben, tu vois, si ça peut te Bon. rassurer, on a Chevalier au stress qui nous dit on est ensemble, Wahid, et qui te serre la main. Alors, Donc, mais Chevalier, c'est le. Lui, ouais. bah écoute, on a entendu ton coup de gueule bon, je te trouve peut-être un peu dur, mais effectivement, tu as raison sur ce pied gauche et ce pied droit en tout cas qui ne s'est pas assez bien utilisé. Je trouve même dans ses prises de balles, dans son orientation du corps, il y a de la progression à avoir. Maintenant, voilà, c'est un jeune joueur, on espère qu'il progresse à ce niveau-là. J'espère juste, comme tu le dis, que il en a conscience et qu'il travaille là-dessus en fait. Alors, je pense que c'est un joueur qui est assez intelligent pour très vite aussi progresser. Je trouve que d'ailleurs déjà depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, il a vraiment progressé. Et donc j'espère qu'il va continuer sur cette lancée pour gommer ses lacunes et notamment celle-ci qui te rend fou. Ou celle de Valentin Rongier à la barre des 30 derniers mètres en tout cas. Mais bon, Ah ça... ouais, c'est des choses qui me fatiguent à la longue, mais bon, c'est pas non plus méchant. Des fois, attention, Mais pas tu le as pied. raison, et c'est intéressant de le dire parce que euh, je, on peut me reprocher peut-être parfois, et notamment en ce moment, après certains matchs, d'être un peu trop négatif. Et c'est évidemment pas... le but n'est pas de critiquer, et on se fait pas plaisir à faire que de critiquer l'Olympique de Marseille, loin de là. On est avant tout tous supporters, on était très contents, on avait tous les bras en l'air à la 93e pour fêter ce match, et on avait tous le sourire, et on a passé un très bonne fin de dimanche. Mais voilà, comme tu le dis, on est peut-être exigeant, peut-être trop pour certains, mais voilà, nous on a envie de mieux, d'encore mieux. On veut voir cet Olympique de Marseille continuer de progresser parce qu'il faut le dire, ça progresse vraiment. Et je pense à tous les niveaux, que ça soit sportivement, mais également, en tout cas c'est mon avis, tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord avec moi, Wahid, mais que ça soit sur le terrain et en dehors, j'ai vraiment la sensation qu'on a un club qui progresse. Ça fait plaisir parce que depuis, en tout cas dans cette dernière décennie, j'avais la sensation que on tournait en rond sans cesse, on revenait toujours à ce point de départ. Et là, j'ai vraiment la sensation qu'on progresse, que ça soit sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le terrain, mais également en dehors. Donc voilà, c'est Ouais, ouais. peut-être que notre curseur exigence est un peu trop élevé pour certains, mais voilà, c'est toujours positif. C'est vraiment pas dans le but de taper sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est plus dans le but de dire, voilà, moi j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de voir des progressions dans ce domaine-là, quoi. Mais bien sûr, c'est au bout d'un moment. Au bout d'un moment, t'arrives à Aujourd'hui, on est deuxième du classement. On voit on est assez supérieur à 99% du championnat. Mhm. Même en termes d'effectifs, on a un effectif quand même. Je suis désolé, mais ceux qui me disent qu'on a un effectif qui est moyen, faut leur revoir le terme moyen parce que un mec comme Gerson qui est international brésilien, Guendouzi qui est international français, Saliba qui est nouveau international français, C'est vrai, Payet qui a un niveau quasiment international français, c'est vrai. t'as des internationaux sénégalais, il y a des internationaux dans ton équipe. Au bout d'un moment, tu dois être capable aujourd'hui de franchir ce palier là, sortir de ce niveau dégueulasse championnat de France là qu'on Ouais. nous colle tout le temps là tous les ans, Mhm. championnat de France et pouvoir lutter tous les ans que ce soit en C1 ou même si tu sors des poules en C1, mais au moins finir troisième et lutter en Europa League, être présent en Europa League parce que c'est une très belle coupe d'Europe, l'Europa League. Lutter pour la victoire Ouais. en Europa League, lutter pour les phases finales, les huitièmes, quarts de finale en C1. C'est ça l'OM. Je L'OM, suis c'est ça. d'accord. Le dernier qui a réussi à faire ça, c'est Deschamps. Et j'aimerais aujourd'hui, avec Sampaoli, pourquoi pas, Et, et, retrouver cet OM-là. et pour finir, dernière question, est-ce que tu crois qu'on est sur le bon chemin, tout comme moi, ou tu sens une vraie progression, ou tu es un peu inquiet parce que, comme on le disait, on tient un discours peut-être un peu négatif. Tu vois l'avenir positivement Non, ou non. Oui, quand oui, même? non, non. Après voilà, non, mais cette dernière année, elle est positive. Ouais, De manière générale, c'est positif. Ce qu'on vit cette année, moi, j'aime bien. Moi, je veux juste être sûr que si on se qualifie, parce que je vois, j'essaie de regarder un petit peu en amont ouais, ce plus qui long va se terme. passer l'année prochaine.
Mais si on continue voilà, à créer, enfin, à travailler des choses avec des joueurs de qualité, avoir un vrai style de jeu et l'utiliser l'année Ça aussi. prochaine pour une Hmm, Coupe d'Europe, hmm. oui, je vois les choses positivement. On a un Ok. président qui est là, qui connaît bien le football et qui connaît aussi les faiblesses de notre équipe, les forces de notre équipe. Moi, je lui fais confiance pour essayer de corriger ces choses-là. On a une chance cette année d'avoir un président, enfin, directeur sportif Ouais. comme Pablo Longoria aujourd'hui. Voilà, il nous a apporté des solutions cette année. On est content. On a des joueurs, franchement. Il y a 2 ans en arrière, je me dis non, c'est pas possible, on Hmm. n'aurait jamais pu les avoir, les Ouais. Elder, Ouais, je suis les d'accord. Gendouzi, tu vois, c'est des Saliba. joueurs, attention. Hmm. Voilà, voilà, il prend ses avances parce qu'on est aussi, il essaie de travailler en amont aussi très en avance parce que aussi il y a cette histoire là avec Pam Gay là, Eh, on a un interdiction commentaire là-dessus. de, Attention à l'interdiction de recrutement dans notre voilà, progression. bon, je pense que ça tombera pas avant, enfin, je pense que ça tombera pas pour cet été. Tant qu'il y ait quelque chose qui se fasse en termes de justice, on sait très bien que c'est très long, ça peut Ouais, arriver un ouais. peu plus tard. Mais Ça marche. faut voir. Mais moi, je pense que c'est positif et on va construire quelque chose de solide avec un bon président, un coach qui a envie de s'inscrire dans la durée pour Ouais. une fois, parce qu'au bout un an et demi, il commence à vaciller. Lui, c'est le contraire. Là, ce qui se passe cette année, c'est le contraire avec Sampaoli. Ça aussi, faut bien l'inculquer dans la tête des gens. C'est un mec, au départ, il arrive avec ses solutions, il fait des résultats rapidement, ça s'essouffle au bout un an et demi, et puis au bout de 2 ans, il est plus là. Là, aujourd'hui, ça a été l'inverse. Le Hmm. mec, il est arrivé, il a insufflé quelque chose, ça a pris du temps. Aujourd'hui, on est en progression, on voit que l'effectif commence à comprendre. Et lui a revu certains points de son coaching Ouais. pour améliorer les choses. Et on voit que voilà, ça progresse, donc c'est positif. Voilà, bah, je voulais finir comme ça, positivement. Ça me tenait à cœur de finir comme ça. Écoute, pour finir cette émission, tu le sais, je suis partenaire avec le meilleur site de paris sportif, TheBet. Ouais, Voilà, je suis partenaire avec eux, donc je finis toujours, j'ai l'habitude de finir mes émissions par une petite parenthèse paris sportif. Je sais pas si tu es inscrit sur TheBet, Wade, je sais plus. On avait dû en non, parler, mais non, tu n'es pas inscrit moi, parce... non, j'évite les jeux Ça marche, de, ça s'entend. je, je suis pas fan. Pas de problème, ça s'entend. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Parce que sache que, je te le précise quand même, avec The Bet, on offre à mon invité de l'émission chaque fois 15 € de free bet. Donc voilà, si tu avais un compte ou si tu comptes faire un compte voilà, dans les semaines à venir, sache que avec The Ah, Bet, ben, je c'est te le avec dirai. plaisir qu'on Ouais. t'offre 15 €. Mais tu as raison de le dire et je ne force surtout pas la main, loin de là. Tu as raison de le dire que c'est un jeu dangereux. N'oubliez pas, c'est un jeu uniquement pour Ça les peut être majeurs. dangereux. Comment ? Ça peut Ça être peut être dangereux, ça ne dangereux, l'est tu as pas. raison. Ça peut être dangereux. Ouais, Et ça ne voilà, l'est donc pas. faites attention. Voilà, jouez que ce que vous pouvez perdre. Je ne cesserai de le dire. Alors on va me dire, ah oui, mais attendez, moi je veux rien perdre. Bon, c'est toujours facile. Alors j'ai envie de te dire, si tu veux rien perdre, ne joue pas. Hein, c'est le jeu. Ouais, c'est Mais clair. voilà, vous n'avez pas besoin de poser des sommes astronomiques, de mettre la maison en jeu, vos enfants en jeu ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais voilà, jouez avec un maximum de recul. Et mon idée, c'est pas de vous pousser au jeu, mais juste voilà, de prendre un peu de plaisir avec ça, parce qu'il est possible de prendre du plaisir en jouant au paris sportif si on est très modéré et si on a la tête sur les épaules. Voilà, et donc ça, The Bet et moi, on ne cesse de le répéter et je suis assez fier. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter passer pas mal de polémiques là en ce moment là-dessus. Et donc voilà, on essaie de nous d'avoir un maximum de recul. Alors c'est toujours facile de dire oui, mais moi, mon partenaire est différent, etc. Mais voilà, vous le voyez sur les vidéos que je fais au quotidien, sur les lives que je fais au quotidien. Je ne cesse de le répéter et je n'arrêterai jamais pour vous dire attention, mais il est possible de s'amuser. J'ai rien à cacher également. Sachez que si vous voulez vous inscrire, que si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire avec mon code LTDLO. Ça vous permet d'avoir votre premier pari qui est remboursé en free bet. Et ça permet également, encore une fois, je n'ai rien à cacher, de toucher un petit truc, et ben écoutez, pour continuer à faire ce genre de contenu, et voilà, de soutenir mon travail, mon site, et mon application mobile. Écoute, je te propose qu'on se pose bah, évidemment, on va parler du match de l'OM, mais peut-être là, on a la Ligue des Champions cette semaine. Est-ce que
Est-ce qu'on a un beau Manchester City Atlético Madrid et puis on a par exemple un très beau Chelsea Real Madrid. Donc City Atlético c'est ce soir si je me trompe pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Voilà, si tu devais te positionner sur un pari, que ça soit victoire, que ça soit un buteur ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle, qui te donne envie? Moi, non, je vois un match maîtrisé de City, moi, une victoire de City. Ouais. Donc, Peut-être serré, hein. C'est facile, mais ouais. ouais, ça va être une victoire, 1-0. Et je mettrais buteur, buteur, tiens, Mahrez après sa canne catastrophique. Ça marche. Bah, Riyad Mahrez est à 2,07 la cote et la victoire de Manchester City est à 1,34. Donc encore une fois, pour être tout à fait transparent, voilà, c'est typiquement le genre de cote que bah, soit vous combinez, soit... mais voilà, ne mettez pas une grosse somme sur une petite cote comme ça. Je trouve que c'est prendre plus de risques, en tout cas à mon avis. Encore une fois, ce n'est que mon avis. C'est prendre plus de risques qu'autre chose. Donc voilà, Manchester City 1,34, Riyad Mahrez à 2,07. Moi, j'avoue que bon, ceux qui me connaissent bien savent qu'il y a mon petit chouchou Kevin De Bruyne qui est pour moi un monstre. Voilà, donc si je devais partir sur un buteur, je partirais peut-être sur Kevin De Bruyne à 2,50. Je trouve qu'il a une belle cote. Et voilà, je suis assez d'accord sur la victoire de Manchester City. Alors après, on peut regarder, on peut essayer de fouiller sur une victoire courte, tu disais peut-être d'un but ou quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter le site ou l'application TheBet et vous aurez toutes les cotes. Il y a un Chelsea-Real Madrid aussi demain. Ouais, Il y a quelque chose qui te parle là aussi sur ce match? je vois un match nul. Ouais, j'aime bien ça, j'aurais proposé Ouais, ça aussi, tu vois. ouais, un petit un partout, tu vois, c'est, Et la cote est belle hein, quand ouais, même du match nul, elle est à 3,30. Donc ouais. c'est plutôt une belle cote. Allez, si on prend un maximum de risque, tu as parlé d'un 1 partout. Un partout est à 3,70. Ben écoutez, avec un match nul à 3,30 ou un score exact à 3,70, j'ai envie de dire ne prenez pas plus de risques que ça, Franchement, restez sur le match nul. match nul, ouais. Ouais, la cote n'est pas assez différente à mon sens pour aller se Vinicius risquer. buteur, par contre. Comment? Combien allait la cote de Vinicius buteur? Alors, Vinicius, laisse-moi trouver ça. Vinicius, elle est à 3,35, elle est belle? Ah, c'est pas mal. Ouais, elle est belle, hein. Elle est belle. On a un Karim Benzema pour les classiques à 2,27. Pas mal. Ouais, Vinicius Benzema, là, 3,35, 2,27, c'est joli. T'auras mal entendu, là, les deux qui marquent? Ouais, alors il doit y avoir aussi, chaque joueur marque, on a des combinés comme ça. Attends, j'essaie de le trouver parce que je suis devant. Alors là, c'est des joueurs de Chelsea. Là, voilà, Benzema, Vinicius, combiné les deux marques, elle est à 13, elle est très belle. Ah, c'est incroyable. Elle est très très belle. On va regarder ça. Ah, ça y est, ça te donne envie. Allez, un dernier match pour la route. Et évidemment, alors même si j'aime pas trop parier sur l'équipe de cœur, mais voilà, on est obligé un petit peu de se positionner quand même sur ce Marseille-Montpellier de ce week-end. J'ai envie de te dire, avec du recul, évidemment, on met de côté ce cœur de supporter, on essaye en tout cas. Comment tu vois la rencontre? Puis ça permet de nous en parler là en 5 minutes pour boucler l'émission. Bah, je vois une victoire. Ouais, t'es pas trop Je peux inquiet? pas imaginer autre chose. Bah, si, quand même, parce que c'est qu'on a un peu de mal à domicile. Mhm. Euh, et puis, Montpellier, c'est jamais facile. Ouais. Donc, ouais, non, c'est Ok. La l'équipe. victoire marseillaise est à 1,47. Victoire marseillaise, je vois une victoire marseillaise. J'espère une victoire marseillaise. Ça marche. Allez, à Après, voilà. 1,47. Voilà, évidemment, puisque je sais que tous les spectateurs sont forcément supporters Marseille ici. Pour vous donner un peu, Milik, elle est à 1,95 la cote, s'il est remis d'ici là. Bamba Dieng est à 2,42, Under à 2,50. Moi, j'aime bien Under. Voilà, encore une fois, si je dois donner un conseil aussi, attendez quand même, ne vous précipitez pas trop à l'avance. Attendez les compositions, notamment. On a un match jeudi aussi qui peut changer beaucoup de choses. Donc voilà, attendez. Mais effectivement, je suis assez d'accord. Et même en prenant un maximum de recul, je crois en la victoire marseillaise. Je pense que de toute façon, on est presque même, à mon sens, dans l'obligation de gagner. Parce que j'oublie pas que le match qui suit, c'est le match contre Paris.
Et donc, j'ai du mal à imaginer autre chose que 0 points, malheureusement. Même si je dis ça, mais quand on va me sonder 2 heures avant le match, je serai au taquet et je vais croire en la victoire comme à chaque fois. Bah ouais. Tout Mais, dépendra de Paris, de toute façon, on le mais sait, hein. voilà, ouais, on est vraiment dépendant de Paris. Donc, je pense que ce match de championnat est d'autant plus important au vu du calendrier et certainement des points que nous n'allons pas pouvoir gagner le week-end qui suit. Écoute, je voulais te remercier. Tiens, j'ai oublié de parler un petit peu. Finissons quand même sur, j'ai envie de dire, ton actu. J'ai cru comprendre, Wade, donc pour ceux qui ne le savent pas, qui est à Avet, puisque tu ne l'as plus apparemment, un restaurant sur Marseille. J'ai cru comprendre que tu l'avais vendu. Tu peux nous en dire rapidement un petit mot quand Deux, même trois mots, pour les ouais, Marseillais qui non, aimaient mais se restaurer chez toi? ouais, ouais, non, c'était un restaurant traditionnel français Ouais. que tout le monde connaît un peu sur Twitter, notamment la team web. Mhm. Sachez qu'il disparaît pas, il reviendra, ce restaurant. Ok. C'est juste que il faut savoir vendre au bon moment. Ok. C'était le moment pour moi de vendre et puis voilà, ça s'est fait. Je suis plus propriétaire à partir de vendredi. D'accord. Ok. Donc vendredi c'est fini et puis normalement derrière on cherche sur autre chose. Bon, La restauration. c'est pas un livre qui se ferme, donc c'est juste une page qui se Non, tourne, quoi. ouais, c'est juste une page qui se tourne et puis Tu on pourras en tweeter ça, ouvrira elle est une belle plus cette belle. phrase, c'est pour toi, c'est cadeau. Ça marche. Et ben écoute, pour tous ceux qui aimaient se restaurer chez Wade, faites une petite pause là, mangez pas bien. Allez dans des restaurants que je ne citerai pas, mais comme ça après vous allez encore plus kiffer retourner chez Wade. Merci en tout cas d'être venu pour ce live, Wade. Franchement, c'était un grand plaisir de partager Merci. ça avec toi, c'est super cool. Bah même pour moi ça fait un moment comme je t'ai dit Ouais. ça fait un moment que j'en fais plus pour des raisons personnelles et puis aussi parce que je suis plus enfin j'aime plus trop ce qui se fait en général. Ouais. Et toi, je t'ai dit depuis le début que je Ouais. serais là et si tu avais besoin, je suis là et puis j'aime beaucoup ce que tu fais donc il y a pas de raison que je ne participe pas donc C'est cool, bah si un jour franchement ça me touche Wade et j'ai passé un vrai bon t'en moment. prie. J'imagine que les Moi gens qui sont aussi, sur le chat aussi, donc voilà, vous avez été encore j'espère. nombreux sur le chat, donc un grand merci aussi à ceux qui étaient là. Voilà, on commence à avoir nos petites habitudes le mardi et tout, et c'est franchement agréable. Je retrouve un peu les mêmes noms et les habitués, et ça, c'est franchement cool d'échanger. Je l'ai dit hein, en cours d'émission, parfois il y a des commentaires qui me font trop plaisir quand je vois à quel point vous pouvez rebondir sur l'aspect tactique des rencontres et tout. C'est franchement cool. Et ben écoutez, on se dit à très vite sur mon site, on se dit à vendredi pour l'analyse du match de jeudi, évidemment. Et puis à mardi prochain pour un nouveau live. On a Matzel qui nous dit merci à toi. Donc voilà, bonne soirée à tous. Et évidemment, comment finir autrement qu'avec un Allez l'OM. Ciao, ciao.